Bonjour à vous, chers auditeurs, membres Patreon et fanatiques de bout de carton. Guillaume à l'animation de votre beau programme après une pause de 2 semaines. Il fait beau, le printemps est à nos portes. J'espère que vous passez une belle semaine. Et vous, messieurs, épisode 150, beau milestone quand même. Comment Vraiment. allez-vous? Ça roule, ça roule. Pas le choix, pas le choix. Comme disait Bobby Sonnette, le printemps, c'est le temps des barbes de série. Ben, c'est ça. Hein? Barbe de série à l'année, moi. Ouais, c'est ça. Hey, d'ailleurs, je vais. Écoute, micro-parenthèse, là, je vais t'envoyer un lien, Guillaume. Là. Martin Morel, là, qui nous écoute, là, Katie Handel, Super Collector. Oui, t'en as déjà Il a, parlé, il ben a- oui. il a trouvé une carte au show à Charlebourg en fin de semaine à Québec. Puis il m'a envoyé ça par message texte. Il dit fuck, je pensais jamais te trouver d'une boîte de 3002. Écoute, mais le joueur à qui je ressemble, c'est un compliment, là. Je laisse continuer pendant que je te trouve ça. Ça vaut la peine. Toi, Paul, ça va? Quand on voit ça dehors, là, les bancs de neige fondent à une vitesse folle, puis que tu peux écouter du baseball à 3 heures du matin à Tokyo, puis que la saison s'en vient, c'est toujours craquant. Ça. Tu peux pas ne mal aller dans ce temps-là. Ça sent la balle. Ben justement, on a un spécial baseball à vous proposer dans cet épisode 150. On va avoir Charles Canuel qui va nous se joindre à nous un peu plus tard dans l'épisode. Super simple comme plan, les boys. Épisode très, très simple. Il va y avoir les nouvelles du hobby. On va avoir Charles Canuel, comme je vous dis, les sorties de la semaine, les commanditaires et les questions des auditeurs. Donc, si vous n'avez pas d'objection, sans plus attendre, on va embarquer tout de suite sur les nouvelles du hobby en attendant notre ami Charles. Dans les nouvelles du hobby, justement, il y a eu des petites nouvelles qu'on avait passées sous silence dans les derniers épisodes. Première nouvelle, retour sur la sortie Upper Deck série 2 24-25. Notre ami Billy Cilio de Upper Deck a fait une apparition sur le Gong Show Hockey Podcast, puis il a fait des annonces intéressantes et il a apporté certaines précisions concernant les Young Gun Outburst rétro, notamment, qu'on le rappelle, sont en silver, red et gold. Il y a eu des questions qui ont demandé, les gens ont demandé, est-ce qu'on va pouvoir peut-être voir une Koivu ou encore aller même plus loin, ou Datsuk ou Zetterberg? Puis la réponse a été non. Parce que Upper Deck, leur système va jusqu'à l'année de Fleury. Donc, les designs, ils mentionnaient qu'ils ne pourraient pas aller rechercher les designs puis les photos. Ils ont tout plus ça dans leur système. C'est absurde. Pas à peu près, parce qu'on s'entend, c'est Upper Deck. Ils seraient censés avoir un backup, quelque chose, puis pouvoir réutiliser ça. Puis là, ça l'a soulevé plein de questions, parce que le monde dit, ben oui, mais avec les designers qui existent aujourd'hui, ce serait facile d'aller rechercher la photo. Puis... Mais selon ses dires, Upper Deck prévoirait sortir 5 Young Gun Retro Outbursts par set pour environ 2 ans pour commencer. Donc, un autre, j'imagine, dans Extended. Puis l'année prochaine, encore 3 autres séries de 5. Puis après ça, ça resterait à voir. C'était comme un peu nébuleux, mais il a répondu ultra rapidement sur le fait qu'il n'irait pas avant l'année fleurie. Puis c'était pour ça que ça ira pas avant ça. Je sais pas, il y en a qui, je vois ta réaction. Moi aussi, j'ai resté vraiment surpris de ça. Ça me fait capoter. Regardons les deux extrêmes. T'as Upper Deck qui font comme oh non, nous autres, là, ça n'existe plus, tu sais, avant 2003. Et de l'autre côté, t'as Panini à Maranello, en Italie, qui ont encore des stickers à l'unité de toutes les collections d'autocollants qu'ils ont faites depuis 1965. Et là, on parle ici de millions et de dizaines de millions de stickers en inventaire qu'on peut commander, mais Upper Deck n'ont plus dans leur fichier ce qu'ils ont fait de. L'époque d'Atsuk, c'était Upper Deck aussi ou c'était Pro 7? Non, c'était 2001, 2002. OK.
Okay. Fait C'est sûr que que s'il y a une complainte entre deux compagnies, puis les droits de photo, puis les droits de réservation d'archives, c'est ça, ça peut jouer, mais c'était à eux. Ben, c'est ça qui est un petit peu biz, là. c'est un peu beaucoup biz. Puis autre mention très intéressante, puis je ne sais pas si ça avait passé sous le radar, mais moi, je n'avais pas entendu parler de ça pantoute, mais maintenant, Bellicilio mentionnait qu'on ne parle plus de case hit, mais bien de hit par boîte. Donc, dans Upper Deck, le produit flagship, il n'y a plus de case hit. La mention case hit, là, il met ça de côté. De la manière que les machines sortent les cartes pour les mettre dans les paquets puis dans les boîtes sont calibrées pour donner des hits par boîte et non par caisse. Donc, tu n'as plus une garantie par caisse nécessairement, mais tu as une garantie par boîte. On le sait, là, tu as, mettons, 3 Young Gun Renew, tu as 6 Young Gun normal. Puis là, tout le reste des extras que tu peux avoir sont pas au case, mais sont bien aux boîtes. Donc, ce que ça peut faire, c'est que tu peux arriver et avoir une caisse hyper loadée ou une caisse hyper vide. Ben, écoute, c'est fascinant que tu parles de ça. Qu'est-ce que je t'ai envoyé vendredi soir passé? Écoute, puis... Non, c'était pas des photos de mon dress, là. Non, arrête, là, arrête. La blonde m'a demandé ça, j'ai dit non. No way. Regarde, tu vas voir, ma carte est dans le chat privé. Écoute, même si je ne l'avais pas vu, je l'aurais cru parce que ce gars-là, là, je le crois. The Living Legend, Jason Clark, celui qui avait fait là, nos chandails qu'on avait à l'Expo de Québec, il a ouvert au comptoir du magasin, puis Charles Canuel était là, il était témoin, dans la même boîte, la Renewed Exclusive sur 100 de Matthews et une Celebrity Clear Cut dans la même boîte. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je ne me souviens pas d'avoir une boîte de série 1 ou d'Upper Deck Flagship loadée comme ça. Mais là, ce que tu viens de dire là vient d'expliquer comme beaucoup de choses, soudainement. Mais on l'avait remarqué avec série 1. Je pense qu'on en avait parlé aussi. Moi, j'ai un ami, il avait ouvert 2 caisses, là, puis je regardais ces caisses, je me disais, My God, la marde au cul, ça n'a pas de sens. C'est comme, j'essayais, je voyais pas la logique. Là. Il y avait comme c'était trop là, de beurrer de partout. Puis moi, j'avais 3 boîtes à ouvrir en fin de semaine. J'en ai ouvert une. Puis dans une boîte, j'ai eu la Young Gun Clear Cut, la Young Gun Outburst, une Eyeglass. J'ai eu mes 6 Young Gun, mes 3 Young Gun Renew. J'ai eu des With the Cup, tabarouette, dans la même boîte. Mais sais-tu parce que on sait tous qu'ils font affaire au même factory avec d'autres compagnies, au même endroit. C'est pas eux qui impriment leurs cartes. C'est peut-être plus difficile ou plus cher à coordonner la séquence de caisse. Fait que là, à cette heure, au lieu de te dire je te donne un case-it assuré parce qu'ils ont eu trop de plaintes que c'était mal séquencé ou regarde, ils te garochent ça, t'auras ce que t'as. Le Factory, eux autres, ils nous envoient ce qu'il y a, puis vous autres, vivez avec. Là. Je vais t'avouer, j'ai de la misère à me l'expliquer, mais une des raisons peut-être que je verrais, là, puis c'est bien personnel, c'est avec le prix des boîtes qui augmente quand même, de rajouter comme si on veut, un chase de plus en ayant des boîtes comme boostées, mais ça te donne un petit chase de plus à avoir. Tu sais, tu peux arriver, puis t'en ouvres une, puis t'es encore plus boosté. Tu sais, t'arrives, puis t'ouvres une boîte, puis la boîte est bien normale, mais t'as une Mishkov, mettons, ou t'as une Celebrini Young Gun, puis c'est la valeur de ta boîte. Mais honnêtement, j'ai vraiment de la misère à m'expliquer, puis tu sais... je préfère le format case hit assuré pour les breaks. Tu fais un 5 case break, tu es assuré d'avoir au moins 5 case hits. Ben, c'était le même depuis toujours. Tandis que là, tu peux être dans le break de 5 cases qui n'a aucun juice box. Tu n'as rien. Tu ne sais même pas. Là. C'est très spécial. Puis on l'a vu passer là, sur les réseaux sociaux. Là, je vous présente un exemple là, à l'instant même. Mais encore des cartes qui ont des défauts là, dès l'ouverture de paquet. Là, on le voit avec le haut.
Systématiquement, il y en avait sur plusieurs, dont Mishkov, justement, là, Mais que ça, sur on en avait plusieurs. parlé. On avait parlé, c'est-tu la semaine passée, il y a 2 semaines? Dans les hobbies, c'était tout le temps ça. Là. Puis même à droite, le point. Là. Juste Oui. à côté du chandail. Il y en a un autre qui a un chandail des Flyers à droite. T'as un autre chip. Là. C'est tout le temps ça. Ben oui, puis c'est encore le cas. Donc, je ne sais pas si ils mettent leur énergie à bonne ou à mauvaise place, mais tant qu'à moi, ils devraient travailler sur le quality control avant de. Ils ont tous sorti les formats retail déjà, là? Pas encore, à part les tins. Les blasters sortent cette semaine. Les tins sortent. C'est ça. Ben, tu vois. Fait que tout ce qui a été sorti hobby dans le factory a sorti. C'est le même problème. À voir si. Je peux pas croire que tu as la même erreur sur ce qui va sortir dans le retail. Par contre, on le voit, c'est pas sur toutes les cartes. J'ai été chanceux, ça c'est la mienne. Juste pour flasher, mais moi, j'ai pas eu les défauts qu'on a vu apparaître sur les groupes là, un peu partout. La mienne était A1, là, était très belle. Donc, c'est pas toutes les cartes qui sont comme ça, mais c'est un problème récurrent qu'on voit depuis les dernières années avec Upper Deck. Puis, c'est plate, c'est principalement avec le flagship, produit tellement populaire. C'est dommage de voir ça, mais c'est encore le cas. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va découler de ce qu'il vient de dire parce que je voyais plein de questions de plein d'auditeurs suite à ses propos. Puis ça soulève bien plus de questions que de « Ah, on a l'heure juste. » Billy Celio, en plus, il est déjà passé sur le podcast. Ça serait le fun peut-être de le revoir un moment donné, essayer d'avoir un touch base avec lui parce que je pense que ça serait très intéressant. Il y a plein de choses qui se passent. Puis depuis la dernière fois qu'il avait passé, il y a eu un changement de format. Il y a eu la sortie de Bédard. Il y a eu. Tu sais, ça bouge quand même. Là. Oui. Puis on s'entend que si on est en mesure de revoir Billy Celio sur le show, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des gros projets pour ce show-là. Là. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui vont avoir un dégât de questions. Puis c'est bien normal aussi. Là. Je pense que la dernière fois qu'on a vu Billy, c'était pour nous parler de COP. C'était-tu 21-22? C'est pas d'hier que Billy est venu sur le show, mais il est très la bienvenue. Il est très la bienvenue. Mais hein, ça serait le fun. Hey, avant qu'on aille à l'autre nouvelle, je vais présenter ce que Yanakis nous a envoyé dans le chat privé qui faisait mention au début de l'épisode que le nom, je ne me souviens plus c'est qui. Martin Morel. Martin Morel. J'avoue, sac. Bob Kelly dans Pinnacle. Battleship Bob Kelly. Mais regarde, c'est un sapré beau compliment. Là. À un moment donné, j'avais une cliente qui m'avait dit que je ressemblais à Antti Niemi. Ça, c'est pas un super compliment. Puis j'ai une cliente qui m'a déjà dit que je ressemblais à Valtteri Bottas. Ça, c'est archi pas un compliment, là. J'ai comme zéro compliment. Là, extinction de compliment ici. Là, capote. Là. Mais non, Battleship Bob Kelly, c'est correct. En plus, c'est peut-être ma prochaine pilosité faciale pour le show de Montréal, ça, là, non? Il y a des ressemblances. Battleship R. Kelly. Bob Kelly. Bob Kelly. D'ailleurs, toujours dans le hockey, mais dans la Ligue nord-américaine, une performance titanesque d'un gardien de but, Yanakis. Ben, écoute, je voulais en parler, puis, regarde, c'est à des séries, puis la Surentia fera long feu cette année, mais qu'est-ce que je te dise? Et j'ai pas beaucoup de temps pour écouter les médias et tout. Et ce qui m'a toujours fait chier de nos bons médias québécois, c'est qu'ils sont tellement toujours excellents pour sortir. Hey, dans cette ligue-là, il y a une bataille générale, il y a un coup salaud, il y a eu. Mais là, il y a eu samedi soir à Québec une des plus grandes performances de gardien de but de l'histoire du hockey pro. Pro, là, toutes les ligues de partout sur la planète. Tristan Côté Cazenave, gardien de but du National de Québec. Puis je vais dire, il les a battus à lui tout seul. Là.
victoire du National de Québec, 3-2 en deuxième période de prolongation. Mais c'est parce que M. Côté-Cazenave a arrêté 83 des 85 tirs qui ont été, on va dire, garochés en sa direction. Ça n'a pas de bon sens. 3 saves. 83 Tu sais, saves. quand on dit être dans sa zone, là. Tu sais, puis je parlais à Anthony Poulain, très fidèle auditeur du podcast, qui est peinturé Cool FM, qui était là-bas. J'ai dit pas trop déçu de ta game. Ah, ils ont lancé 85 fois. Oui, je sais bien, mais j'ai dit, imagine s'il faut que le goaler perde cette game-là. On donne l'histoire la plus triste de toute l'histoire. 83 saves. C'est le plus grand nombre d'arrêts dans un match de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey. Le record dans le hockey professionnel, je pense que c'est de l'an passé, de 2 ans, dans une ligue, genre de ligue américaine, de la KHL, le gardien a fait, je ne me souviens pas de son nom, a fait quelque chose comme 124 arrêts dans une victoire en 5e overtime. Alors, de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, là, mais écoute, 83 saves. Sur 83 saves, il y en a combien que c'est son défenseur qui a garoché dessus? Je sais pas, mais là, imagine-tu. D'après moi, il y en avait qui en voulaient contre lui. Ouais, ben on me disait que on disait que ses défenseurs ont peut-être pas eu la plus grosse game de l'année, là. J'ai comme l'impression. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même eu l'équivalent de 3 games en shot, en une partie puis 2 prolongations. Pas complète. Mais tu sais, il faut savoir, c'était-tu des shots de qualité ou c'était des tirs de n'importe où aussi? Là. Je sais pas, là. Des fois, c'est bien beau shotter, ça passe dans les statistiques, là, mais tu sais, c'est des tirs de la bleue juste garoché au net pour domper, là, pour passer le temps. Mais quand même, il faut le faire. Ça valait la peine de le mentionner. Aucun rapport avec le hobby, mais quelle performance. On connaît ton amour pour la Ligue nord-américaine de hockey. Oh oui, puis regarde, peu importe quel, même si ça avait été dans le junior majeur du Québec, un goaler, ou un joueur sort une performance qui n'a pas de bon sens, puis qui malheureusement passe en dessous du radar. Là. Fait que non, vraiment, chapeau à Tristan Côté-Cazenave. Ouais. Il fallait le mentionner. Il va falloir qu'il change de pad à la fin de la game. C'est ça. Il devait sentir le Robert. Ouais, le bon vieux cliché. Autre nouvelle, Yanakis, un bâton Game Use de Gretzky qui a été vendu 4000 $ aux enchères en 2024 réservait une belle surprise à son acquéreur. Hey, ça, là, c'est une joke, là. En juin 2024, l'acheteur, le collectionneur, on peut sortir son nom, nommé Doug Reiser, lui, il se dit, ouais, j'aurais peut-être savoir un bâton Game Use de Gretzky. Et à ce moment-là, chez Sotheby's, il y en a 3 ou 4 à l'enchère. Et il y en a un qui tombe dans l'œil. Pouf, gagne ça. Fait que 4000 quelques cents $. Reçoit le bâton, admire la pièce, et il se dit, je pourrais essayer de le photomatcher pour le fun. Il savait grosso modo la saison que ça avait été utilisé. Il se rend compte que le bâton, il est signé par Wayne et par Gilbert Perrault. Comme. OK, c'est quoi le rapport? Ah, ça doit être une game contre Buffalo, là, tu sais. Pour se rendre compte que le bâton, il n'a pas juste été utilisé dans cette saison-là. C'est un bâton qui a été utilisé le soir que Gretzky a battu le record de Phil Esposito du plus grand nombre de buts dans une saison. Et on s'entend, ça a l'air que le photomatch est incroyable. Là. Le bâton date, dans le fond, du 24 février 82. C'est ça, victoire des Oilers 6-3 contre les Sabres. Fait que là, le monsieur, il aime son bâton, mais
Hmm. il va le vendre. Ça vient de donner un edge de plus, mettons. Hey! Mais, tu sais, je suis super content pour l'acheteur. Mais tu sais, il me semble que tu viens pour vendre une pièce comme ça, que tu sois le consignataire ou que tu sois Sotheby's, ben, vaudrait-tu la peine qu'on fasse, mettons, qu'on investisse 1 heure de recherche, des fois que, là, tu sais. Oui, puis le prix d'acquisition de base, me semble 4000 $, c'était quand même relativement bas. Quand même, tu sais, c'est des grosses années de Gretzky. Ouais. C'est un bâton, tu sais, pour ceux qui sont à l'audio, là, c'est un bon vieux titan écrit rouge TPM. et blanc. Tu sais, ça rappelle les bonnes vieilles années, les débuts de Gretzky. Mm-hmm. Je trouvais que c'était quand même Ouais, relativement bas comme prix d'acquisition de puis, départ. souvenez-vous, quand les bâtons graphites style Synergie ont sorti, c'était 500$ le bâton en 2008-2006. Puis tu peux t'acheter 8 bâtons Synergie qui cassaient en 2 matchs pour le prix de ce bâton-là. Là. Ouais, et puis, tu sais, il ne faut pas oublier que Gretzky a, tu sais, dans le fond, les premiers bâtons d'aluminium, quand il joue pour les Kings, Ouais. il a utilisé ça, là, ces espèces de guenilles-là. Là, qui... Ah oui, les Easton. Et... Les bons vieux Easton en aluminium que tu peux changer à palette. Ouais, Ça, là, mais... c'était... Fait que c'est ça. Fait que non, pour dire que finalement, le bâton retourne à l'enchère, mais avec un petit peu plus de description, puis un petit peu plus de photo-matching, puis un petit peu plus de travail. Ils s'attendent à ce que ça monte dans les 6 chiffres, et je ne serais pas surpris non plus. Là, Ben non, c'est sûr. Sucré pièce, comme dirait si bien Charles Canuel. Là. Boys, dans un autre sport maintenant, dans le baseball, on a vu apparaître dans les derniers jours les previews du prochain Panini Flawless. Oh. On s'entend, les cartes sont magnifiques pour un produit qu'on voit pas de logo. Quand même, c'est un produit, les cartes sont très belles. Là. Je veux dire, vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous tenterait quand même, ce genre de produit-là, même si on voit aucun logo, puis c'est les photos, on le voit, sont toutes tournées. C'est drôle, pareil. Moi, il y a une carte qui me chatouille grandement en haut à droite. La double auto Pujols Ichiro. Ça me rappelle l'été de mes 14 ans, ça me rappelle ma première année au magasin, ça me rappelle cette année complètement folle dans le baseball. C'est ça. Flawless, c'est mon produit préféré pour les memorabilia. C'est haut de gamme. Mais honnêtement, à regarder le mock-up qu'il y a là, le preview, là, je suis complètement mal à l'aise. C'est horrible. Sérieusement, c'est pas du flawless. Moi, j'en achète là, du non licencié au baseball. Justement, c'est des belles pièces à acheter dans Panini, comme Flawless, Immaculate, National Treasure. Mais là, on dirait que, on l'a dit souvent, là, ils viennent de give up. Là. Ça, ils sont plus là. Ils n'ont plus rien ils n'ont plus de gaz du tout, puis ils n'ont pas le goût d'arrêter sur le bord de la station-service pour en remettre. Là. Si ça sort vraiment comme ça, là, tu vois vraiment les photos sont mal prises. C'est garoché juste pour sortir ce qui leur reste, puis aller chercher les petits sous qu'ils peuvent faire pour repogner l'avion et s'en aller en Italie. Là. C'est dommage. C'est un bon point que tu as pour de vrai, parce que les patchs, les memorabilia en soi, les autographes, tout du hard sign, belle carte un peu qui rappelle aussi le Black Diamond avec les diamants, tout ça. C'est un produit vraiment haut de gamme, super beau, mais ça fait vraiment, vraiment différent quand il n'y a pas les logos. Là. Non, mais il en faisait des beaux produits Panini dans le passé. C'était bien travaillé. Tu voyais juste pas le logo, mais l'image était prise pour que ça ait l'air d'une carte de qualité avec des belles patchs. Là, si ça sort vraiment comme ça, tant qu'à ça, achète-toi des patchs dans les séries flagship là, que tu ramasses chez Walmart, là, ça va venir au même. Autre preview maintenant chez Topps
avec le Topps Finest MLS 2024. Autre carte, tout simplement magnifique, là, qu'on peut retrouver maintenant les débuts auto-patch dans... Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail de patch. Et d'ailleurs, quand on voit le logo du début auto-patch, on rappelle que Fanatics va introduire ce concept pour la NBA dès le début de l'année prochaine, en octobre 2025, et pour la NFL aussi en 2026. Donc, ça va être le fun de voir parce que là, ils vont le mettre dans tous les sports. On s'en attendait, on en avait déjà parlé, mais quand même, là, d'officialiser ça puis de le voir que ça s'en vient, ça va être dans la prochaine année, dans le fond. Là. Mais moi, je trouvais ça bon, l'idée au début au baseball. Mais ce que Panini faisait qui était beau, c'est que tu avais la Shields au football, dans la NFL, tu avais la Logo Man. Tu sais, c'était pas nécessairement la même chose identique produite, parce qu'on s'entend, là, le début a été fait c'est produit juste pour ce match-là. C'est un petit peu gimmicky, si je veux dire. Ça reste la mini-patch que tu as mis fabriquée par eux durant leur premier match. OK. Mais c'est pas pareil d'une fameuse Shields NFL que tu avais la Logo Man qui était vraiment mis pendant plusieurs matchs sur le joueur. Disons, une one-of-one de Flawless Logo Man. C'était plus. Là, moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment gimmicky de plus en plus. Là, puis ça fait monter robotique juste pour mousser ça. Moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est et pendant ce temps-là, Upper Deck fait quoi? Tu sais, mettons, là, on prend une pause de dessiner des All Aboard dans série 2, là. Y a-tu quelqu'un à quelque part, genre, je sais pas, là, y a quelqu'un qui réfléchit, là, et, tu sais, je sais pas, le dernier concept qu'Upper Deck a eu, c'est faire des Young Guns Teammates, là. Ça, excusez, c'est pas un concept. Je dirais pas le mot, là. Je veux pas faire augmenter mon over-under ce soir. Ouais, mais là, attendons de voir de Cup, là. Là, on parle de début patch. Ils n'ont pas instauré. Début patch, on parle pas de carte flagship qui est imprimée. Là. Peut-être que dans le top, ils vont réinventer quelque chose qui va être révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Upper Deck attend quoi pour faire de quoi de similaire à ça? Ben, on va voir cette année. S'ils ne le font pas cette année ou l'année prochaine, c'est ça, là. Il manque le bateau. Là. Ouais. Certainement. D'ailleurs, les boys, la début Autopatch Rookie de Paul Skeen est toujours en enchère chez Fanatics et se termine ce jeudi. Elle est présentement à 780 000 US à l'heure où on se parle. C'est incroyable quand même de voir le prix qu'elle a eu. Puis je regardais ça aujourd'hui même, puis je voyais des ventes qu'il y a eu de différentes débuts d'autopatch. Pour donner des exemples, là, Jackson Churio, 105 000 qu'elle a fini. Junior Caminero, 66 000. Colton Calzer, 49 400. Pour ne nommer que ceux-là. Donc, Paul Skeen, on voit qu'il est vraiment, vraiment, vraiment plus haut que les autres. On en avait parlé. Vous autres, vous avez estimé 1,2 million, je pense. Oui, plus qu'1 million qu'on avait dit, me semble, moi, Pianakis. Là, moi, je suis dessus, ça va dépasser. Je me semble que j'avais dit 650 ou. Mais elle est partie à 450. Elle stabilise quand même, mais elle va finir probablement. Elle va atteindre le 850, 950, 1,2. D'après moi, ça devrait. Mais tu sais, ça a été hypé. Ça n'a pas de sens. Elle était au Super Bowl, elle était. Avant d'être mis en enchère, elle a été annoncée un mois d'avance, puis elle a été promenée partout. Fait que, mais tu sais, tu as aussi la Jackson Holiday là, présentement qui est en même temps. Je sais pas si tu as le prix. J'ai pas le prix, mais drôle de timing, pareil, là, de mettre les deux en même temps. Je suis pas sûr qu'une vient plus nuire à l'autre. Mais tu sais, je veux dire, tout le. Ben, moi, je pense que c'est bien. Sur la skin. Tu penses que c'est bien? Mais je pense que c'est bien parce que justement, c'est pour redonner un petit peu d'exposure à un gars qui était hypé l'année passée en même temps que Paul Skeen. Sur le fait que tu as une debut patch qui est en vente sur une grosse plateforme.
Fait qu'en même temps, tu garoches les deux. Fait que si tu te mises sur un, tu peux aller sur l'autre. Puis, tant qu'à moi, c'est des debut patch, là, c'est pas des cartes 1 million. Écoute, faut croire qu'il y a quelqu'un qui. Faut croire qu'il y a quelqu'un qui pense autrement. Puis, mais écoute, c'est bien correct. Mais je suis d'accord. Avec Guillaume là-dessus. J'aurais pas listé la Jackson Holiday en même temps. Puis ce qui est un petit peu drôle, la Jackson Holiday, c'est que c'est un collectionneur des Orioles qui avait acheté ça originalement. Puis que là, c'est ouais, on t'a bien. Ouais, mais elle finit un peu après. Ouais, mais reste qu'elle est dans donc, si tu as mis sur une, puis tu avais tellement investi d'argent, tu dis, puis garde la marge, je vais acheter l'autre. C'est sûr. Mais t'es rendu là, moi j'aurais dit à Fanatics, regarde, ça peut peut-être être le headline d'un autre enchère aussi. Tu sais, c'est une Jésus-Christ de carte, la Jackson Holiday. Là. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, on est pré-saison, c'est le temps. Là. Si finalement, il joue mal après 2 mois, fait qu'ils ont profité du fait que c'est hype pré-saison, puis que la skin a été hypée, fait qu'il a profité du fait que, ils ont hypé la skin, mais je vais embarquer dans le bateau en arrière, de même gratuitement, puis timing est bon. Bon point. Histoire incroyable de la semaine, une découverte historique faite chez Goodwill, mon Yanakis. Oh my God. Gros big up à Sébastien. Ouais, je sais qu'il n'est pas grosse l'image. Ouais, je peux pas la montrer plus gros, hein. Désolé. Gros shout-out à Sébastien Richard qui m'a envoyé ça. Le rêve de tout collectionneur. Le gars s'en va dans une place, dans un village des valeurs de ce monde, pour ne pas le dire, et trouve un Media Guide des Pirates de Pittsburgh 1948. Hey, wow, cool! Et pour l'ouvrir, pour se rendre compte qu'il y a une signature d'Onya Soigner à l'intérieur. Tout ça pour la somme de 1,48 sous, 1,94 $. En tout cas, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est vrai? Si oui, écoute, c'est le deal de l'année. Là. Mais là, on a vu à l'écran, l'image était très petite, là, mais en le voyant sur nos cellulaires, quand tu me l'as envoyé, la signature, pour en avoir déjà vu de ce joueur-là, la signature, elle semble très legit. Là. Elle semble très, très belle, très legit. Ouais. Ça va être drôle, ça va être le fun de voir s'il l'envoie faire authentifier, si elle va passer, si tout va être correct, mais on s'entend. méchant deal si ça s'avère vrai parce que, Colin, c'est une pièce historique. Ben oui, puis même si l'autographe n'est pas vrai, écoute, juste le livre doit valoir facilement 75-100$. Là. Oui, juste le livre, tu sais, en partant, c'est ça. Tout le temps les mêmes qui ont tout. Tout le temps les mêmes qui ont tout. Ben justement, en parlant de tout le temps les mêmes qui ont tout, là, je vais vous montrer... je vais vous montrer deux... non, pas encore. On a le temps. Il nous reste deux petites nouvelles, les boys. Mais quand tu dis que tout le monde, qu'il y en a qui ont toutes, là, il va sûrement en avoir qui vont mettre la main sur les 2 prochaines cartes que je vais vous montrer. Des cartes incroyables. La première carte, je vous la partage. Eh ben oui. Je vais vous montrer cette semaine la Top Snore du 50 millième point de LeBron James. Carte signée avec la mention 50 000 points et le swoosh de Nike Game Use, j'ose croire. Encore une fois, le crochet pour t'accrocher à Top Snow. Mais j'avoue que c'est ça, comme on disait avec le logo man, ça fait tellement d'une carte de même verticale. Tu sais, ça fait bizarre un peu, je trouve. Mais oui, je comprends que Nike, tu peux pas le mettre... si tu le mets horizontal, je sais pas où ce que tu signes, là, tu sais. Mais c'est une solide carte, là. C'est 50 000, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Tu sais, LeBron, on parle de Jordan, on parle de plusieurs grands athlètes, là, mais oui, il joue longtemps, mais tu essaieras de jouer longtemps puis de meilleur en meilleur dans tes dernières années. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il fait des moyennes de 32 points par match cette année. Il n'a jamais fait ça, tu sais, à cet âge-là. C'est impressionnant, non? Autre carte hyper impressionnante, les boys. C'est cette carte-là.
de Shohei Ohtani Et sac. avec le logo man de la MLB en gold sur black. La carte, je la trouve débile. Cette carte-là, c'est la pose, la signature, tout. Ça a été porté. Ça a été porté quand, ça, gold, de même, pendant la Série mondiale? Ça va être porté. Dans le fond, Topps ont annoncé cette semaine que certains joueurs vont porter des logomen dorés. Des Dodgers ou de toutes les équipes? Parce que normalement, le logoman doré, c'est l'année d'après que tu as gagné la Série mondiale. Ouais, mais là, tu vois, je pense que ça va être pour des joueurs qui ont gagné des honneurs individuels en 2024, parce qu'on a vu aussi d'Aaron Judge. Fait que je pense que tu vas voir aussi avoir l'image. Tu vas savoir c'est quel match qu'il a mis aussi. Là. Il ne mettra pas ça dans... Charles Canuel dit que c'est pour les joueurs qui ont gagné des honneurs. En parlant d'honneur, est-ce qu'on honore sa visite puis on l'embarque avec nous? Bien, certainement. Oh! Yes, sir. Ça va bien, ça va bien? Ben oui, certain. Ouais, va parler un peu, là, parce que là, on a un spot en plein... Tourne encore. Tourne-toi. Non, l'autre bord, tourne-toi à terre. Bon, ça, c'est beau. Je vais aller baisser mes lumières. T'as-tu des cataractes, Yannick? Ben, c'est pas qu'il y a des cataractes, mais c'est parce que ça fesse dans le dash. Là. Je sais c'est quoi, là. Si tu regardes au-dessus de ma tête, là, j'en ai deux spots. Là. Et j'ai l'impression que c'est un show de Pink Floyd là, quand c'est allumé. Shine on you, Crazy Diamond. Yes, sir. Comment il va, le Chaudron Canuel? Ça va bien. La saison de baseball s'en vient. Les dernières games des Spring Training. Hier, je me suis pas levé pour checker la game des Dodgers. C'était un peu tôt. Mais non, sinon, j'ai hâte que le baseball commence. J'ai hâte. Ça s'en vient, on le sent. Si t'es pas levé, c'était un peu tôt. Ouais, c'est à 6 heures. D'où la sortie souvent, celle-là. J'étais sur le bord d'aller me coucher, là. J'ai fait la première manche. Mais tu sais, vite de même, juste question. Vous autres, trouvez-vous ça le fun? Un match comme ça, une semaine d'avance, qui t'a eu des heures de fou, puis qui semble ne pas être vraiment crédible dans la saison de MLB? Moi, dans ce temps-là, je pense plus aux joueurs, aux organisations. Là. Tout le chiard du voyagement, le décalage horaire, tout ça. Là, tu arrives ici. Dans le fond, eux autres, est-ce qu'ils. Dans le fond, on présume que le camp d'entraînement des Cubs et des Dodgers est terminé. Là. C'est ça? Oui. Non, ils reviennent puis ils vont faire d'autres matchs pré-saison. C'est vrai? Hein? Moi, je pensais que c'était fini. Non, les autres, ils reviennent. C'est comme un 2 matchs qui servent à rien dans qui sont comptés dans la saison, mais qui servent à rien parce que, oui, je comprends l'effet, tu t'en vas en Asie, décalage, 2 matchs, tu reviens, tu continues tes matchs pré-saison. Moi, je trouve ça un petit peu con, mais je comprends que c'est le fun, c'est un clin d'œil pour tous les partisans en Asie. Là. C'est un tonne publicitaire incroyable. Imaginez les codes d'écoute là-bas, ça doit être impossible. C'était Yamamoto contre Sasaki? Hey. Non, c'était Imanaga contre Yamamoto. Imanaga? OK, bon. Mais tu sais, ça va être ça demain, l'autre match, cette nuit. Ils n'ont pas l'air de jouer d'autres games. C'est 2 matchs. Ah oui, mais... Sasaki contre Steele. Mais c'est un beau clin d'œil, mais c'est bizarre. Moi, je trouve que ça fait... Oui, donc pour être bizarre, ça l'est. C'est bon pour eux autres, les partisans en Asie, mais ça manque de crédibilité ici. Là. Après ça, tu retournes dans la Ligue des Cactus, puis ça enlève le hype, mais tu sais, c'est de la préparation, mais le baseball, on le sait, il ne faut pas que tu arrêtes. Fait que tu reviens ici, puis tu peux être ramp-up comme tout le monde. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est justement là, que ça compte. Tu sais, ils pourraient faire des games là-bas qui nécessairement ne seraient pas obligés de recompter. Si tu reviens et les games sont joués 2 semaines d'avance, c'est comme OK, cool. Tu joues avant tout le monde. Mais tu sais, pourquoi les games ils comptent tant que ça? Là? C'est ça que je trouve. C'est sûr que c'est de l'investissement aussi là, pour la Ligue. Là. Ça leur coûte cher d'envoyer des équipes là-bas. Ouais, mais comment ça leur rapporte? Ça leur rapporte des
des joueurs comme Shohei, au final, là, c'est vrai. le publicitaire international. Là, Mais pour le partisan normal, je me lèverai pas dans la nuit pour écouter ça. Il y a la même chose au football, là, qui joue en Europe, à Londres cette année, là, qui ont joué 3-4 parties. Ils jouent aussi en Allemagne. Ouais, c'est ça, ok, oui, en Allemagne aussi. En Allemagne. Mais tu sais, ça, c'est plus facile parce que c'est une préparation. C'est pas une série de baseball où tu joues un match de 9 manches 2 jours. Mais les Jaguars, ils ont resté 4 games à Londres, là, pareil, là, cette année. C'est comme... Moi, j'aimerais bien mieux rester à Londres pendant un mois que de rester à Jacksonville. Oh oui. Faut bien qu'ils fassent des fans, eux autres. C'était juste une introduction de Charles. Te restait-tu une nouvelle? Non, ça va être tout pour les nouvelles de la semaine. Donc, si on embarque sur le segment baseball, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, les gars, mais peut-être que je pourrais vous lancer sur... En partant, on va embarquer sur une question d'un auditeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait commencer avec ça. Patrick Boivin qui demande quels seront les candidats au recrue de l'année dans la MLB cette année. Donc, des joueurs qu'on pourrait surveiller pour aller remporter le titre de la recrue de l'année. José Canseco. Oui, c'est exactement ça. Vas-y, Paul, je te laisse commencer. Ben, c'est sûr que le favori, Sasaki, parce qu'on sait qu'il part l'année déjà, parce qu'on sait très bien que premièrement, pour être recrue de l'année, il faut que tu aies joué certains matchs. Donc, on est encore en pré-saison. On ne sait pas exactement ça va être quoi les joueurs qui vont partir l'année ou qui vont jouer l'année. Il faut que tu joues un certain nombre de matchs. Donc, Sasaki est déjà favori pour partir. Donc, puis en plus, on le sait, il est 3 ans plus vieux que les autres. En général, c'est un joueur de 24 ans, je pense. Mm-hmm. Donc, il y a déjà un background, déjà plus vieux. Moi, je penserais que Sasaki devrait être un favori. Sinon, on a encore le fameux Jason Dominguez qui est favori dans l'américaine. Il est encore éligible? Oui, parce qu'il faut que tu joues, je pense, 40 matchs. L'an dernier, il était Tommy John un bon bout de l'année. Il n'a pas joué presque. Ils l'ont remonté une game pour aller jouer dans Little League classique, genre. Il a affronté Tyreek Skubal. Il s'est fait striker 4 fois et il a retourné dans les mineurs. Exact. Faut que tu aies joué. C'est ça, faut que tu aies joué. C'est cheap, là, mais c'est ça qui est arrivé l'année passée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est différent du hockey où tu as joué un match ou deux, puis là, tu es éligible recrue. Ou à NFL, on dit que tu étais déjà recrue avant de starter l'année. Tu n'as pas besoin de jouer un certain nombre de matchs. Même chose dans NBA. Au baseball, c'est un nombre de games. Un nombre de matchs que tu as joué. Fait que tu peux. Lui qui a gagné l'année passée recrue de l'année dans l'américaine, c'est le lanceur Louis Gill. Mais il joue depuis à peu près 5 ans. Mm-hmm. Mais genre un départ. Fait que Dominguez, pour les favoris, ça devrait être lui, mais ça, c'est un autre cheat code parce qu'il est plus vieux que tout le monde. Ensuite de ça, dans l'américaine, tu devrais avoir Jackson Jobe, que lui, je trouve que c'est un solide choix. On dirait que dans l'américaine, c'est souvent beaucoup plus des joueurs, des lanceurs. Fait que Jackson Jobe, c'est un solide joueur. Lui, il va jouer, c'est un dark horse, c'est un workhorse, c'est un lanceur fiable. Kumar Rocker aussi, lui, je pense que très risqué parce que c'est un lanceur qui lance du feu, mais qui a de la difficulté avec son corps de bien se préparer pour rester en santé. Donc, lui, je l'éliminerais. Kobe Mayo encore, c'est un autre joueur qui joue quelques matchs par année, mais qui est encore éligible. Fait que je te dirais, dans l'américaine, c'est un petit peu plus nébuleux, un petit comme l'année passée un peu. Mais sinon, dans la nationale, on y va avec Dylan Cruz, qui doit avoir une solide année. Il est prêt. Ça fait longtemps qu'il est prêt. Il est bien entouré. Fait que
ça, je serais très confiant Dylan Cruz dans la nationale qui remporte la recrue de l'année. Jordan Lawler en santé, mais on le sait, c'est comme plusieurs autres joueurs qu'on voit dans l'américaine qui ont de la difficulté à rester en santé. Donc, ça serait difficile qu'il gagne la recrue de l'année, mais il est quand même dans les favoris. Luis Angel Acuna, des Mets. C'est peut-être Hurston Waldrop aussi, que les Braves, qu'on sait qu'il a joué l'année passée. Il est encore éligible recrue, mais c'est un solide lanceur. Mais on voit que cette année, tu n'as pas le hype de l'année passée avec les Paul Skeens, avec les Jackson Holiday, les Churio, avec Langford. Mais tu sais, ça se peut que Roman Anthony, finalement, starte l'année et il tombe dans les odds. Tu sais, là, c'est en début d'année de même. Fait que si on peut répondre à la question, Jason Dominguez en santé remporte la recrue de l'année haut la main. Puis Dylan Cruz dans le national. J'ai comme l'impression que si Dominguez remporte, il y a pas mal de monde dans le hobby qui vont être contents parce qu'on dirait que ça fait depuis le début de la pandémie qu'on entend parler de lui, puis que le hype, ça s'en vient, puis il me semble que ça tarde. Je comprends, il y a eu des blessures, mais quand même, il y a du monde qui ont investi des gros sous sur ce joueur-là. Ils doivent souhaiter que ça marche. Mais on le voit aussi avec notre fameux ami dans NBA, là, Zion Williamson. Ouais. Là, il performe super bien. Le monde croit en lui depuis le début. Les prix ont remonté en hausse. Fait que Dominguez, il suffit qu'il y ait une saison de feu. Puis avec les blessures aussi à Stanton, puis toutes les autres, s'il y a l'espace puis il est en santé, ben, ça devrait être un solide buy. Solide buy. Je pense qu'il n'y a pas de personne qui le buy, c'est du monde qui l'ont tout dans leur coffre puis qui attendent juste de offload. Ouais. Charles, est-ce que tu en avais d'autres à ajouter? Ouais, ben moi, j'avais fait, comme l'année passée, on avait essayé de guesser Rookie of the Year, Cy Young puis tout. Fait que j'avais fait une liste, mais pour les Rookie of the Year, j'avais, moi, Jackson Jobe pour gagnant. Dominguez, c'est sûr que Dominguez, il y a un avantage parce qu'il va jouer toute l'année. Fait que moi, il y avait lui que j'aimais bien, Dominguez, mais Jobe, dans le fond, l'année dernière, quand il était prospect, c'était les scouts, ils se demandaient qui est le meilleur entre Jobe et Skeens. C'était vraiment, les deux, ils étaient tête à tête, puis genre, c'était deux studs, semble à l'heure. Mais Jobe, ce qui le rendait quelque chose de vraiment, vraiment le fun, c'est que sa slider, il y a déjà la slider, dans le fond, avec le plus de spin rate dans toute la MLB, depuis qu'il est drafté. Donc, quand il était dans high school, il y avait déjà la slider avec le plus de mouvement, dans le fond, de spin rate. Ça veut dire le RPM, le nombre de fois que la balle elle bouge en une minute. Fait qu'elle bouge vraiment beaucoup. C'était déjà la meilleure des bigs. Fait que depuis ce temps-là, on attend. Là, il arrive. L'année passée, il a lancé 2 starts à la fin de l'année. Il a lancé en relève en playoffs, ce qui était un peu moins glorieux. Mais je suis convaincu que Jobe, en santé, a une très bonne chance. Sinon, c'est sûr que les deux gars des Red Sox, Campbell et Roman Anthony, c'est le nouveau farm system, nouvelle stratégie dans le farm system des Red Sox. Ils sont allés avec pratiquer le bat speed. Puis on voit plusieurs prospects qui n'étaient pas nécessairement supposés être vraiment forts, comme Campbell, qui est un choix de 3, je pense, Anthony, un choix de fin de première ronde. Des gars de même qui ont pratiqué leur bat speed, qui sont devenus des top 15 prospects dans toute la ligue. Fait que ça, c'est une nouvelle stratégie. Une couple de ligues d'équipes qui sont en train d'appliquer ça. Mais les Red Sox, ça a vraiment été les premiers à le faire. Fait que je regarderai pour ceux-là. Puis sinon, dans la NL, moi, un gars que Paul n'a pas nommé, que je mettrais peut-être gagnant, Sasaki, je l'aime bien, mais dernière année au Japon, ses mis à l'heure pendant l'année se sont mis à descendre. Fait que je ne sais pas si les Dodgers, avec une rotation de 6-7 lanceurs comme il y a en ce moment, s'ils vont vraiment donner toutes les manches possibles à Sasaki ou ils vont y faire vraiment attention. Fait que là-dessus, puis c'est le pick un peu facile, Sasaki. Fait que moi, je vais avec Drake Baldwin des Braves d'Atlanta, qui est un catcher. Pas mal sûr qu'il commence l'année parce que Sean Murphy s'est blessé. Il est sur l'IL le début de l'année. Donc, Drake Baldwin, qui est un catcher de comme 23 ans, un gaucher, vraiment bon pour se rendre ses buts, se pas tant striker, puis frappe des circuits. Pas nécessairement le plus flashy, mais je crois que c'est lui qui aurait une bonne chance. Puis sinon, puis dans cet ordre d'idée-là, de catcher, pour Dodgers, Dalton Rushing. Ah, mais il ne jouera pas.
Je dirais ça, c'est un bon trade chip. Là. Ils ont déjà Ben, Will Smith, là, l'homme aux 20 millions. Là, donc, ben, pas c'est sûr ça, qu'ils vont faire chance. c'est la question, c'est difficile parce qu'on ne sait pas qui va jouer, qui va être call-up, qui va. Tu sais, c'est une blessure, une grosse blessure d'un joueur partant. Tu sais, disons, Adley Rutschman se blesse pour Baltimore. Ben, Samuel Bazzaro embarque. Ça, c'est s'il joue cette année, c'est lui dans l'américaine qui gagne là, directement. Comme catcheur. Fait que c'est sûr que les favoris, c'est au début de l'année, mais plus que l'année va aller, plus que les situations vont changer, plus que les joueurs vont être callés up, plus que ça va changer le portrait. Mais c'est sûr que ça, c'est des favoris en début d'année, là, ceux qui devraient jouer puis devraient être partants. Là. C'est sûr qu'il y a aussi Bubba Chandler qui va sûrement peut-être commencer l'année avec les Pirates. Lui qui était, quand il s'était fait drafter out of high school, un corps arrière aussi qui avait commit pour jouer avec Clemson. Mais lui, au début, il était très, très bon. Puis là, l'année dernière, il a acheté une nouvelle change-up. Puis il est rendu comme top 20 prospect une année à 3-10 d'ERA. Fait que lui, il est à regarder. Puis sinon, il y a Matt Shaw des Cubs qui a fait le opening day roster puis qui joue avec le Japon. Donc lui aussi, il aurait quand même une chance. Un gars qui joue au collège qui a été drafté en 2023. Mais on voit que le hype des joueurs est pas mal différent des trois dernières années. Là. Éventuellement, ça peut être des joueurs qui deviennent meilleurs, mais le hype n'est pas là. Les Roman Anthony, Jackson Jobe, tous ces joueurs-là, Basalo, Dominguez, qu'on a un hobby fatigue, Lawler, c'est toutes des. Cette année, dans le hobby, ça devrait être plus difficile pour Fanatics de ce côté-là, là, mais c'est à suivre. Maintenant, si on allait du côté des lanceurs, si on va directement vers les lanceurs, vos choix pour lanceur de l'année, peut-être, en commençant par Charles, si tu veux bien. Moi, je vais dans l'américaine avec Cole Reagans des Royals de Kansas City. L'année passée, j'avais prédit Tyreek Skubal. Donc ça, je peux me le garder. Mais cette année, je vais avec Cole Reagan. Puis dans National, je vais pour un comeback. Sandy Alcantara s'en va avec le Cy Young cette année. C'est ça mes deux prédictions. J'aime ton audace. L'année passée, tu l'as eu avec Skubal. Ouais. Dans National, j'avais dit Logan Webb, mais malheureusement, Chris Sale avait gagné. J'ai le goût d'y aller avec un long shot un peu à la Skubal. Garrett Crochet à Boston. Un lanceur qui sait pitcher, qui sait faire attention à son corps. Tu le disais avec Jackson Jobe, son spin rate. Lui, s'il ne lance pas des balles à 104, à 103, à 102 pour tout donner puis passer les joueurs dans le mythe, il mixe ses lancers avec du spin rate puis intelligemment, puis il garde son énergie avec ça, puis il garde sa santé. Donc, s'il est capable de manager ça toute l'année, ben, dans ce même type-là, Garrett Crochet, qui est capable de mixer beaucoup avec la rapide qui a du high heat, mais qu'après ça, il est capable de t'envoyer une spin rate. Tu sais, tu es capable de mieux mettre l'équipe adverse dans le pétrin, si on veut, puis de garder, te rendre loin dans le match sans avoir trop non plus de lancer, puis d'avoir trop de vélocité à garrocher toute l'année. Fait que ça donne des lanceurs qui restent en santé puis qui lancent bien toute l'année. Fait que Garrett Crochet, j'irais pour lui dans le Cy Young. Sinon, ben, les autres, c'est tous des joueurs un peu plus fragiles qui ont été utilisés beaucoup. Là. On le voit déjà, Garrett Cole, il est Tommy John, on l'écarte. Strider revient de blessure. Ensuite de ça, DeGrom, même chose. Ouais. Il reste qui? Là? Il reste le fameux Skubal, Max Fried, à la limite. Cole Reagans, comme tu disais. Mais moi, j'aurais le goût d'y aller avec Garrett Crochet puis un long shot Pablo Lopez. Okay. Ça serait si on allait maintenant avec les frappeurs de puissance. MVP, pourquoi pas? Paul, je te laisse commencer cette fois. MVP.
J'y vais avec Judge va se blesser, ça va être Bobby Witt dans l'américaine. T'es chien. Puis, ben, tu sais, je sais pas, on le voit déjà ce qui se passe avec les Yankees. Là. On en parlait avec les Jets de New York. On dirait qu'il se passe la même chose avec les Yankees. Là, l'hécatombe commence. L'impression, tu sais, Soto est parti. Il est plus difficile de gagner des matchs. Oui, ils vont en gagner des matchs. On le sait, ils trouvent tout le temps la façon de s'en sortir. Mais faut que tu te rendes en série, faut que tu aies un impact. Donc, Judge, je pense pas cette année. Tous les joueurs présentement qu'il y a avec les Royals, qui sont plus jeunes, puis les lanceurs, la relève, tout, je pense que devraient faire un bon bout en saison marquante. Bobby Witt devrait faire une grosse job encore. Non, je pense qu'il ne fera pas la même saison que l'année passée. C'est dur à battre, mais c'est assez pour gagner un MVP. Intéressant, Charles. Moi, je vais pour Gunnar Henderson dans la AL. Donc, lui qui avait eu très bon début l'an dernier. Je crois que ça se poursuit. Donc, moi, je vais pour Gunnar Henderson. Puis dans la NL, je vais avec un Dark Horse, Fernando Tatis Jr. Lui qui a été embêté avec des blessures depuis un bon bout. Fin de dernière saison, très bon une série. Moi, je crois que ça se continue. Puis il continue sur sa lancée de début de carrière où il était le meilleur shortstop de la ligue. Maintenant que je suis dans le champ, mais j'avais jamais vu un gars avec des statistiques autant impressionnantes à 20, 21 et 22 ans. Donc, j'y crois au comeback de Fernando. Fait que moi, je suis allé américaine. Je vais y aller avec ma nationale pour les MVP et Cy Young. Pour répondre. Pour le Cy Young, dans la nationale, je vais y aller avec mon MVP, ça va être plus simple rapidement de même parce que c'est toujours plus. Je vais y aller avec Juan Soto. J'ai l'impression, Juan Soto avec les Mets, avec Pete Alonso qui est revenu, puis avec Lindor, ça doit faire un solide club. Oui, Ohtani est favori, mais moi, j'irais avec Juan Soto. Runner-up, j'irais avec Corbin Carroll. Oh. OK. Le grand retour. Ouais, j'irais avec Corbin Carroll comme long shot, puis mon vraiment long shot, Jackson Chourio. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Le Cy Young, je l'avais dit, c'était Max Fried. Là. Max Fried est dans AL. Il est rendu avec les Yankees de New York. Ça a bougé tellement. La nationale, ça va être le Cy Young, ça va être la course la plus suivie. Ça ne sera pas un gros joueur super hypé. Là, ça va être vraiment une surprise de l'année. Là. Ça pourrait être des joueurs comme Gavin Williams. Ça peut être même un closer. Là. Ça peut être. Ça va être ça. Suivez ça, la course au Cy Young dans la nationale. Là, ça va être. Wheeler. Wheeler devrait aussi avoir d'excellentes chances de partir avec le Cy Young. Ça va être serré. Si j'avais à vous demander des cartes cachées d'un côté et l'autre, de la nationale et de l'américaine, des joueurs peut-être qui passent sous le radar ou des long shots sur qui peut-être miser, parce qu'on pense hobby. Si on veut faire un peu de prospection, puis on veut se lancer dans la prospection, puis on voudrait essayer certaines choses, quel joueur qui pourrait être intéressant à surveiller de ce côté-là? Tu veux-tu commencer ou je vais? Vas-y, Charles. Ben, honnêtement, moi, il y a un gars dans le Bowman qui sort prochainement que j'aime bien. Je sais que probablement qu'il va être cher parce que là, il est rendu dans le top 100. Mais Jesus Made ou Jesus Made des Brewers de Milwaukee.
qui là, il va avoir sa carte. Je l'aime bien, un joueur qui était le 25e de sa classe internationale, qui avait signé pour un... lui, il a le meilleur nom là, possible. Hey, sa carte dans sa Bowman, on a vu là, la Blue là, Ouais. qui a signé My First Bowman Card. Oh mon Dieu, c'est quoi cette photo-là? Ouais. Est-ce que tu l'as sous la main, Yanakis, que je la présente? Tu l'as-tu? Continuez, je vous Hey, envoie. je sais pas si vous avez vu le nouveau design de Bowman cette année. Ouais, il est très beau. Solide. Sinon, des Diamondbacks, là, je te nomme des prospects là, que j'ai fait quelques recherches dans les derniers jours, j'aimais bien. Slade Caldwell des Diamondbacks. Si tu veux un Dark Horse, lui est vraiment Dark Horse. Genre, il n'est pas prêt d'arriver dans les listes de prospects top 100. 18 ans, il s'est fait drafter l'année dernière. J'ai entendu dire qu'il y a au camp que les scouts, là, dans le fond, là, parce qu'il n'a pas encore joué une game pro, là, pas ni au spring training. Ça a l'air qu'il est surprenant et qu'il a pris de la masse musculaire. Pas un grand gars, 5'8", 5'9", mais un peu le profil à Corbin Carroll là, qui avait été repêché dans les mêmes eaux il y a environ 2-3 ans. Donc, niveau prospect, j'irai là-dessus. Sinon, moi, c'est sûr que comme Paul il a dit, là, c'est pas tant Dark Horse, mais j'avais hâte de voir Julio et Corbin Carroll leur retour parce que c'est deux joueurs qui ont eu des saisons extrêmement difficiles dans les années dernières. Puis aussi voir comment Acuna va revenir après sa deuxième opération au genou. Donc, il y a ça. Ouais, je sais. Puis sinon, Shohei aussi à surveiller qui recommence à lancer. Ça aussi, ça va être le fun. Donc, c'est pas mal les joueurs. Lui, il est vraiment, vraiment fort. Là. Sinon, un gars underrated en ce moment, que plus personne ne parle, Felnin Celestine des Mariners, blessé à la fin d'année dernière. Très, très bon début de l'année. Donc, ça, c'est un gars qui coûte vraiment pas très cher en ce moment. Donc, si on va aller chercher une petite carte de prospect à jouer, Felnin Celestine des Mariners à Reco de 19 ans. Mais tu sais, c'est-tu la question que tu me demandais, Guillaume, c'est-tu pour des prospects ou vraiment des joueurs? Parce que. Ben, c'est des prospects. C'est dans la prospection, là, justement, de voir venir des cartes cachées. Quelqu'un qui pourrait arriver cette année, il est call-up ou qui se démarque puis qui était sous le radar là, en commençant en début de saison, là, que vous pensez que peut-être. Ben, justement, il en a parlé, Charles, Gunnar Anderson. Favori pour avoir une saison d'au-dessus de 2,80, au-dessus de 35 circuits, au-dessus de 30 buts volés. Devrait avoir un. Tu sais, on l'a déjà expliqué, le WRC. Normalement, tu peux vérifier une façon d'avoir l'expected WRC+, puis l'expected WAR. WAR, c'est sur la façon de savoir comment il se qualifie dans une carrière. Puis il projette d'avoir à peu près 6 de WAR. Fait que c'est une saison MVP caliber. Là. Fait que tu regardes les prix. Oui, c'est un 3e but / deuxième but. C'est un peu moins populaire dans le hobby. Il joue à la Reco. Hein? Il joue tout le temps à la Reco. Il jouait rookie au 3e, mais là, depuis 2 ans, il joue à la Reco. Tu vois, c'est la valeur des cartes de Gunnar Anderson d'une équipe qui va être contender. J'ai l'impression que ça va être lui qui va avoir la plus grande hausse de valeur. Puis, comme j'avais dit, Corbin Carroll. On oublie tout ce qui est du Otani. Tatis, t'avais raison là, avec. Mais attends une minute, Paul. Les noms que tu viens de nommer, là, les deux avant, c'est quand même des noms connus. Là. Mettons, moi, je suis plus ou moins le baseball, puis c'est des noms qui me disent de quoi vraiment. Donc, pour moi, c'est pas vraiment des cartes cachées. C'est pas vraiment là que je voulais aller. Mettons vraiment plus là, des joueurs là, qui passent sous le radar, que les gens n'entendent pas nécessairement parler ou qu'il n'y a pas nécessairement de hobby hype présentement, mais qui pourraient arriver puis là, surprendre les gens. C'est un peu comme, je donne l'exemple là, dans le hockey, avec la Young Gun de Tage Thompson, était à 2 piastres, puis là, tout d'un coup, c'est qui Tage Thompson? Puis là, tout le monde, les yeux ont ouvert, puis OK. Ce genre de joueur-là qui pourrait arriver puis popper du jour au lendemain en ayant passé sous le radar, c'est plus là.
ça se compare pas au hockey, c'est ça l'affaire. C'est que s'il n'est pas callé up, il Le ne passe pas processus sous le est plus radar. lent. Ça, je te l'accorde. C'est plus lent. Cette année, comme on dit, c'est ceux qui sont, ils appellent ça la proximité. Ceux qui sont dus pour monter bientôt, puis tu sais qu'ils vont jouer cette année, c'est eux qui vont popper, mais tout le monde voit qu'ils s'en viennent. Tu sais, là, on ne fera pas une émission sur les prospects, là, c'est pas ça, parce que là, c'est le début de saison. Là, les prospects, je pourrais t'en nommer plusieurs que le monde ne connaisse pas, qui vont popper dans le top prospect. Mais si tu parles de MLB direct, tu n'auras pas de surprise. Je pense pas que c'est les partants qui jouent. Puis c'est eux qui font la job. C'est rare qu'une surprise. Si ça reste en santé, les joueurs, ça va rester les mêmes. C'est ça la différence de Bowman, puis la différence de Top Scrum et compagnie. C'est que c'est des joueurs recrues que tout le monde connaisse déjà. On entend parler de eux, Ellie de la Cruz. Je pourrais te dire peut-être O'Neill Cruz qui pourrait surprendre. Ça serait le genre peut-être de joueur qui pourrait surprendre. Mais sinon, le reste, ça va finir les mêmes favoris MVP, les mêmes favoris Cy Young, les mêmes favoris recrues de l'année. Fait que c'est plus si ta question avait été sur les prospects, là, j'aurais pu t'élaborer sur des joueurs qui s'en viennent, qui pourraient surprendre dans le top ranking des prospects. Mais je pense que la MLB, ça va être comme à toutes les années, les mêmes qui. Aussitôt que tu frappes 3-4 premiers, puis que tu es en santé, puis que tu fais ta job normalement, tu ne déçois pas personne. J'en ai peut-être un qui peut surprendre. Il est très, très bon, mais dans les dernières années, je trouve qu'il a pas assez de respect. Riley Green, là, qui a été très bon l'année dernière. Je pense qu'il est encore vraiment sous-coté. Fait que dans le sens que ça, c'est comme c'est le cœur du line-up des Tigers. C'est une équipe qui s'est rendue en playoff avec leur nouvelle stratégie de lanceurs. Je crois qu'encore cette année, ils ont des bonnes chances de faire série. Puis Riley Green, c'est l'homme de la situation là-bas depuis que Torkelson ne frappe plus. Est rendu des mineurs, en gros. Puis peut-être aussi Michael Harris Oui, ça, je suis d'accord. à Atlanta. Ce serait le temps là, qu'il y ait du Hobby Love. Sinon, si on peut dropper des noms de même, Jackson Merrill, ça pourrait être l'année où il explose, un peu à la Gunnar Anderson. Mais Merrill, il vaut cher pas mal. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que tout le monde les attend déjà, ces joueurs-là. Sinon, Jacob Wilson, peut-être. Kettle Marty, ça, c'est tous des joueurs super fiables, mais qu'on connaît tous déjà sa valeur. Zach Neto à Los Angeles, on sait ce qui se passe avec ce marché-là. Il n'y a pas de love. À part Mike Trout et Ohtani, mais ils ont tous ramassé le jus du monde. Bo Bichette, je pense que ça va être l'année où les prix vont augmenter le plus. Ils vont exploser. Si tu veux acheter de l'investissement, là, un joueur qui a une année de contrat, qui va vouloir tout donner, moi, ça ne me surprendrait pas que la valeur a triple, voire quadruple à la fin de l'année. Justement, Paul, je vais sauter sur l'occasion. Tu as parlé contrat, puis il y a une question d'un auditeur, Mathieu Lasselle, qui demande si Vlad est échangé, croyez-vous à une baisse au niveau de sa valeur sur le marché? Présentement, son prix est-il plus élevé parce qu'il joue dans le seul marché canadien? Moi, je dirais que ça dépend toujours de l'équipe avec laquelle il va signer. On s'entend, Toronto, c'est pas le plus gros marché de baseball pareil. S'il signe à une place comme les Red Sox, il signe encore aux Mets ou il signe dans une grosse équipe. Moi, je pense qu'il y a encore de chances qu'il monte, mais s'il s'en va dans une équipe un peu random, puis il n'est pas relevant pendant genre 10 ans pendant son contrat, parce que l'équipe, c'est les équipes de demi-marché au baseball, ils viennent, ils partent. Comme les Royals, une affaire de même. Je pense pas qu'ils signent là, parce qu'il va se demander un contrat de 570 millions qu'il avait demandé. Mais croyez-vous encore aux chances qu'il signe avec Toronto? Hier, Hector On Gomez. a vu, ouais. Ouais, Hector Gomez, qui est le reporter de la Dominican Republic pour la MLB, a dit que les Jays avaient mis sur la table 560 pour 15 ans, ce qui se rapprochait de ce qu'il avait demandé. Mais
Guerrero, il avait dit que lui, c'était cette date-là, puis après ça, il n'écoutait plus. Fait que moi, écoute, j'y crois pas. Je crois qu'il va se rendre au free agency. Puis moi, je suis Guerrero, même si je suis un fan des Jays, fan de Guerrero, je ne re-signerai pas là. Tout simplement parce que le front office, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils n'ont pas de plan, il n'y a rien qui se Ça, passe. c'est vrai. Est-ce que je veux signer une place pendant 15 ans pour qu'il arrive rien? Non. Laisse-le partir, tout le monde va se faire mettre dehors. On va pouvoir recommencer. Mais là, il n'y a rien qui se passe. On signe Max Scherzer là, qui a 40 ans, on signe tel gars. On n'a pas de farm system. Je veux dire, comment tu vas attirer un gars? Tu demandes à Sasaki, tu dis à Sasaki de venir à Toronto, les joueurs que tu fais venir, c'est Chad Green, Dalton Varsho, puis David Schneider. Je veux dire, à un moment donné, c'est rire du monde. Là. Je veux dire, à un moment donné, Mais tu sais, je crois pas aux Blue Jays. Donc, moi, si j'étais lui, je partirais. Même si non, je mais suis je pense qu'ils vont lui donner ce qu'il veut. C'est beaucoup. Un contrat à la je finis ma carrière là, puis je meurs là. C'est ça qu'il veut. Je pense qu'ils vont finir par l'avoir. Lui, il veut rester là. Il était drafté là, mais en fait signé là. Sa famille, on sait, avec les expos, il connaît c'est chez eux pareil, si on veut, même si c'est un Dominicain. Mais lui, ce qu'il veut, c'est une garantie de finir sa vie là. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais je pense que tu peux pas laisser partir un joueur comme Guerrero de même, alors que, comme Charles l'a dit, il n'y a rien dans cette équipe-là. Là. Il n'y a pas de farm system. La façon de vendre tes billets, c'est ça. J'ai bien l'impression que Bichette va sacrer son camp. Je pense aussi. Non? as good as gone, qui a dit cette off-season. Fait que, ils vont y donner. S'il reste, ça va. C'est comme la question, c'est s'il est échangé ailleurs, ça va jouer le marché. Ça dépend, c'est où. Ça dépend, c'est où on s'entend. S'il se ramasse avec les Dodgers, non, ça ne sera pas les Dodgers, mais les Mets, disons, je fais un exemple. Oui, le prix va grimper plus que Toronto. S'il se ramasse d'une équipe compétitive, là, le prix va monter aussi, parce qu'on s'entend, c'est quand même un top prospect qui était vu comme générationnel. Il suffit d'un fresh air, un nouveau départ d'une équipe, d'un gros marché. On s'entend que ce ne sera pas les Pirates qui vont lui donner 15 ans, 60 millions par année. Fait que s'il s'en va ailleurs, ça devrait être d'un gros marché. Phillies ou Mets ou des équipes avec beaucoup d'argent. Fait que oui, je pense que oui, ça va monter plus que Toronto. Hey, Charles, ouais. Mon chum Acuna, il se passe quoi avec lui? Là? Il revient, je pense que c'est dans les 2 premiers mois de la saison. Mais moi, ce que j'ai peur avec Acuna, c'est que là, il fasse plus attention à son genou et qu'il vole moins de buts. C'est juste ça que j'ai peur. Dans le fond, la dernière fois, c'était le speed qui est revenu, pas le power au début. Là, ça a l'air que c'est une autre sorte d'opération. Puis là, c'était supposé peut-être être le pop, vu que c'est pas le même genou. Là. Okay. C'est sûrement le speed qui va être plus affecté. En tout cas, j'avais lu un article là-dessus. Je l'ai vu frapper une balle, en tout cas. Et je pense qu'il va peut-être changer sa façon d'être moins rapide ses buts, mais d'avoir plus de power, puis d'envoyer ça dans les gaps. Je l'ai vu frapper une balle à 800 quelques pieds du marbre. Là. Fait que il est encore rapide des épaules, c'est pas les genoux qui. Ouais, mais ça en pratique, on croyait tout le temps que Zion avait perdu 80 livres après chaque off-season. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va changer, peut-être qu'il va devenir un frappeur de puissance et non un frappeur lead-off qui va être ses buts et qui va les débuts. Ouais. Il suffit de faire 23 trips par année puis 50 circuits puis frapper pour 325, même s'il ne vole pas de but. Ses épaules qui font un job. Puis juste pour finir avec Vlad aussi, il y a plusieurs personnes que je vois, mettons pas des influenceurs, mais du monde qui font des vidéos sur les cartes de baseball, là, des gars qui sont assez respectés dans le hobby. Là, ils disent que les cartes de Guerrero sont de plus en plus intéressantes parce que vu qu'il a commencé à 20 ans, souvent ce qui aide au baseball, c'est que tu accumules les stats rapidement. Puis je trouvais que lui, il disait dans le fond qu'avant, il ne voyait pas vraiment d'opportunité d'acheter Vlad, puis plus ça va, on dirait qu'il commence. Donc ça, c'est une des affaires. Si vous avez du Vlad, moi, je holderais surtout cette année. C'est comme le contract year de Shohei. Moi, j'aime ça viser aussi, dans le fond, de ces gars-là. Les gars qui sont en fin de contrat.
Shoei, j'en avais acheté plein. J'avais fait x10 mon argent à peu près là, avec les cartes de Shoei. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Ben, dis en vérité, là, le monde qui ont du Guerrero qui veulent vendre, qui t'appelle. Ouais, qui m'appelle aussi. Donc, si vous voulez vendre, mais sinon, gardez. C'est comme un orphelinat à carte de Guerrero, toi. Il est quand même rendu à 25-26 ans, puis il est comme à 160 circuits. L'année passée, il a eu les meilleurs stats pour un premier but. Puis il y a 26 ans. Là. On dirait que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, là, mais c'est jeune, là, c'est ça le pire. Hein. Puis pensez-vous qu'il va y avoir une hausse de la valeur et de la popularité des joueurs qui performent solide, comme disons Steven Kwan à Cleveland? Ce type de joueur-là, on le voit dans le hobby, tout le monde est sur Elie de la Cruz, puis on nomme tout le temps les mêmes noms. Mais c'est eux autres qui restent quand même les joueurs populaires qui gardent une valeur même s'ils ne performent pas. Fait que c'est ça. Fait que si on fait un résumé de saison, là, attendez-vous encore à ce que ce soit les mêmes noms qui reviennent, les Bryce Harper, tout le temps les mêmes choses, mais ça va être une émission à un moment donné prospect, parce que c'est là que ça s'en vient. Ça ne sera pas une grosse année recrue pour les produits, préparez-vous, mais pour les produits Bowman, ça va être du solide. Autre question, les gars. Moi, ça va être ma dernière de mon côté. Côté équipe, quelle équipe sera à surveiller cette année? Red Sox, qui vous pensez qui peut aller gagner les grands honneurs? On va y aller all-in. Oh, Red Sox. Moi, je vais finale Dodgers-Red Sox. Red Sox, meilleure farm dans le baseball en ce moment. Ils sont allés ajouter, ils n'ont pas eu peur d'ajouter un gars comme Crochet. Ils ont signé Bregman. Je veux dire, ils vont all-in. Là, tandis que les Yankees ont perdu Soto, perdu Cole, puis que les Orioles ont perdu Corbin Burns, puis ils n'ont pas fait de move. Je veux dire, les Red Sox se sont seulement améliorés, puis l'American League, c'est la ligue la plus ouverte. Là. Tu sais pas, là, c'est les Twins, la Central est toujours nulle. Donc, Twins, Royals, Indians, il y a une équipe qui se finit à 90 wins, mais ils ne réussissent jamais à passer parce qu'ils sont pas assez bons. Sinon, les Rangers à surveiller, je vous dirais que c'est l'autre équipe. Sinon, si les Mariners décident de commencer à frapper, c'est tel que tel. Meilleure rotation, probablement que j'ai jamais vu de ma vie, mais jamais capable de faire des points. Donc, pour ça, puis c'est bien plate, mais dans NL, c'est Braves, Mets, Dodgers, puis c'est les trois équipes depuis qui vont être à checker pour les 5 prochaines années. Je pense, c'est drôle, moi je pense que Orioles c'est cette année. Oh. Pour? Orioles pour la Série mondiale. Qui serait contre? Les Mets. Contre les Mets. Ouais, puis si... J'aimerais ça. Puis en demi-finale, c'est soit Orioles ou Boston. Fait que je pense que ça va se battre dans cette division-là jusqu'à la demi-finale de l'américaine. Sinon, on s'entend. Houston ont perdu beaucoup de plumes. C'est un club qui trouve tout le temps la façon de gagner pareil d'une façon ou d'une autre. Ils ont perdu Bregman, oui, mais ils ont Alvarez, ils ont Altuve, des leaders. Tucker aussi. Tucker, oui, mais c'est le genre d'équipe qui vont toujours trouver la façon de trouver une façon de gagner, un peu comme les Yankees aussi, là, avec tout ce qu'ils ont perdu. Ils vont être compétitifs. Sinon, Détroit devrait surprendre. Mais je pense que ça va jouer Mets, Phillies, finale de l'Est, de la nationale. Les Mets vont passer. Puis de l'autre côté, les Orioles. Fait une compétition de conférence dans le corridor. Puis je pense pas que les autres équipes sont ferrées côté santé, côté farm system pour avoir une si longue saison puis d'être dominant. Ça suit. C'est toujours la santé qui rapporte tout jusqu'à la fin de l'année. Là. Le bullpen puis la rotation partante. Mais sinon, il faudrait peut-être se méfier aussi des Brewers de Milwaukee.
pourrait faire un run, pourrait surprendre beaucoup de monde. Les Cubs aussi. Suivez la course dans la nationale, ça va être du bonbon. Un peu comme le Cy Young, la course au Cy Young. Parce que c'est sûr que lui qui sort de là, c'est lui qui va s'être battu le plus fort. C'est intéressant. Moi, j'ai noté vos choix, les boys, puis on va pouvoir ressortir ça parce que je garde mes plannings d'épisodes tout le temps. Fait que là, on va ressortir ça en octobre, puis on va checker voir si vous aviez vu juste. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose en marge de ce début de saison? Pas grand-chose. Ou est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter? J'ai hâte de voir la liste de prospects qui vont commencer l'année. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Parce qu'il y a toujours des coupures. Il y en a eu plusieurs déjà il y a 2-3 semaines. Là, tu en as eu une autre qui s'en vient. Puis tu as les partants qui partent l'année officiellement de prospects. Puis cette dernière coupure-là n'est pas faite encore. Fait que, on parle de parler, mais ça se peut que tous les joueurs qu'on a nommés, la Roman Anthony, Campbell, Meyer, Name It, Basalo, ne startent même pas l'année, puis ils attendent un mois. Parce qu'il y a une fameuse règle pour manipuler le contrat. On en avait déjà parlé. Après certains jours, là, ils peuvent les caller up, sinon il faut qu'ils gardent le contrat, je pense, après 5 ans. En tout cas, c'est compliqué, ces affaires-là, mais souvent, ils redescendent les gars pour un mois ou deux. Puis des fois, tu t'attends qu'ils remontent après 2 mois. Finalement, c'est juste en septembre. Fait que c'est très dur à prédire d'avance, mais c'est ça que moi, j'aime suivre, c'est qui va vraiment starter l'année. Parce que souvent, quand ils startent l'année, ils restent là. À moins d'une mauvaise performance. Intéressant. Ben, un gros merci pour ce survol du début de saison. On rappelle, le début de la saison officielle commence 23 mars, je crois. Je ne suis pas 100%, mais ouais, je pense que c'est le 23. En fait, c'est commencé déjà. Oui, à cause des parties qu'il y a eu. Mais la saison officielle, non, c'est le 27. Sinon, un dernier nom, prospect à regarder, Eric Betonti, premier but / 3e but des Brewers. Il n'est pas encore proche du top 100, mais regardez les 18 ans, out of high school des Brewers, qui draftent très bien ces dernières années. Je vous l'aurais dit. On est-tu d'accord, toi et moi, Charles, à s'entendre parler que les Brewers gagnent dans 3 prochaines années une série mondiale? Je suis pas sûr, j'ai pas aimé nécessairement leur dernier move, là, trader Devin Williams, aller chercher Cortez, puis le deuxième but, Caleb Durbin. J'ai pas nécessairement aimé ça, mais je suis d'accord que les Brewers ont le meilleur développement de joueurs de la ligue, ça je suis prêt à le dire, mais ils sont trop cheap pour gagner une série mondiale. Il l'a dit. Pas d'être d'une dynastie, mais suffit d'en bâtir une, d'en gagner une avec le talent et non de l'acheter. Non, mais tu sais, prêts à dépenser, ils gardent jamais leurs joueurs. Ah, mais les autres, ils achètent. Les autres achètent des séries mondiales. Mais il y en a souvent, là, on l'a vu avec. On a Arizona qui ont failli gagner ou. Nationals, c'est ça, des fois, ça prend un club bâti, les Cubs aussi, qui est arrivé quelques années aussi. Ça prend une année, je te dis pas de gagner 4-5 années en ligne. Je comprends. Puis souvent, ça arrive dans la nationale, fait que suivez la nationale cette année, ça va être toute qu'une course. Un gros merci, Charles. Est-ce que tu restes avec nous pour le reste de l'épisode? Oui, j'ai le temps. Parfait. À quelle heure ton film à soir? Là, pas de film à soir. Là. Pas de film à soir? Non. Canadien à soir. Oh, c'est très bien parti. On touche du bois, là, mais très bien parti. Un gros merci, Charles et Paul, pour vos connaissances en baseball. C'est vraiment intéressant de vous entendre. Si on allait... Oui, Paul? Juste avant, on ne voulait pas trop tanner les gens avec nos statistiques avancées. Puis tous les joueurs moins connus, là, mais en tout cas, je ne sais pas pour toi, Charles, mais moi, si vous voulez venir me parler en privé là, pour n'importe quelle question sur sur n'importe quoi, statistiques avancées, là,
Vous ne tannez pas, là, justement. On va tout partager nos connaissances là-dessus, puis on ne tannera pas les autres qui ne veulent pas en entendre parler. Ben non, c'est tout en votre honneur, puis c'est votre passion, donc tant mieux de la partager avec les auditeurs, c'est très apprécié. Si on allait maintenant vers les sorties de la semaine, mon Yanakis. Ouais, pas une semaine à tomber sur le dos. On va commencer par ce qui est le moins intéressant. Donruss Choice Basketball. On a aussi Leaf Eclectic Football, Panini Zenith Football. On a 2 sorties de hockey. Les Blasters de série 2 seront en tablette demain, mercredi, le 19 mars. Et, tant attendu, roulement de tambour, le Premier, 23, 24. En tout cas, moi, je l'attends. Moi, je suis un fan de Premier à chaque année. J'ai l'impression qu'il y a une petite écœur en titre aiguë de 2023-2024 quand on parle aux gens. Là. C'est sûr que Bédard n'a peut-être pas la saison que les gens s'attendaient qu'il y ait, même s'il y a une bonne saison. Personne ne va me dire que ce gars-là a une mauvaise saison, là, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Cependant, ça a été une grosse semaine d'annonces. Tops ont annoncé la sortie de Star Wars Masterwork pour la mi-avril. Un produit, dans le fond, de 4 mini-boîtes par boîte, dont 2 signatures garanties. Charles, je te permets de déblatérer sur ce sujet-là. Tops Celebration, qui est un autre format, mais là, avec des cartes de mascotte, une sorte de patente à gosse, qu'on se demande si c'est vraiment nécessaire. Tu sais, dans le... Vas-y. Le fameux Garbage Pail Kids de... Oh, Seigneur. De MLB. De Sum 41. C'était pas Sum 41. C'était quoi déjà? C'était supposé sortir ça aussi prochainement. Je pense que ça a été oublié. Ouais, ce serait peut-être pas mauvaise chose. Sinon, grosse annonce de produits cette semaine. Panini annonce la sortie de 2024 Panini Prism Deca Football, que ça mange en hiver. Dans le fond, on a vu le produit au basket, on va le voir là, au football. Dans le fond, c'est des boîtes de 10 paquets, 2 signatures par boîte. Et si je ne me trompe pas, on utilise, c'est un genre de produit rétro, on utilise, je pense que c'est le design de 2012 de Panini Prism, la première année. Fait que ça va être à suivre. Sinon, c'est pas mal ça pour les annonces de nouveaux produits pour cette semaine. Je pense qu'on a encore une sortie la semaine prochaine au hockey. On a Ultimate 23-24 qui sort la semaine prochaine. Et le très attendu Topps Heritage High Number Baseball 2024 qui va être en magasin la semaine prochaine aussi. Puis j'ai vu aussi, ils ont sorti le nouveau produit Cheetos Retro. Ça, c'est un... Le domaine de Jordan. Un mock-up. Ça, c'est... ben oui. Hey, j'ai ça vu va ça être sur le checklist. Au secours. C'est... C'est commencé. On est rendu là. La folie. Ouais. Pas obligé. Mais bon. hey, Yanakis, avec les 2 annonces que tu as dit pour le hockey de cette semaine pour la semaine prochaine, qui est 2 sorties de 23-24, dans le pipeline des sorties qui restent de 23-24, qu'est-ce qu'il y aurait à ce moment-là? Après la semaine prochaine, après Ultimate puis premier? Donne-moi 10 secondes. Ben oui. Effectivement, ça serait ça. Il n'avait pas parlé d'un buyback? Non, attends un petit peu. Là, il y a le stature 24-25 qui va inclure des cartes de 23-24. Qui lui va sortir au mois de juillet. Mais là, pour 23-24. Ben, j'espère, 5 crème. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que de 23-24, ça serait terminé.
Là, il reste de Cup. Là, par exemple, je veux juste être sûr. Ouais, je vais vous Là, tu sais, confirmer ça la semaine prochaine. je vais extrapoler, là, mais The Vas-y. Cup, comme qu'il y a beaucoup de hard sign dans le produit The Cup, puis que dans Premier et Ultimate, il y a beaucoup de hard sign aussi. Puis c'est souvent l'enjeu, là, pourquoi que ça sort plus tard de Cup, parce qu'il faut qu'il recueille les signatures, puis monter le produit, puis c'est un produit qui est c'est packagé à main. Ben, vu qu'ils sortent Premier et Ultimate 2 semaines consécutives, peut-être qu'on pourrait espérer voir la sortie de Cup avant même l'été. C'est peut-être de quoi qui est possible. Pour le show de Toronto, ça pourrait être sexy. Ce serait un gros timing, ça. Ouais, les tins de série 2 sortiraient le 2 avril. Puis là, c'est vrai, deux autres annonces aujourd'hui. Upper Deck MVP 2025-2026. Mm-hmm. Ouais. En août, quoi? Juillet, août. Fin août. Et ça, c'est une excellente bonne nouvelle. Upper Deck Team Canada Junior. Et on se souvient que cette année, Upper Deck Team Canada Junior a particulièrement tombé en 2 cracks, principalement à cause du fait qu'il n'y avait plus l'équipe féminine dans le produit. Ben là, Upper Deck ont un petit peu écouté les collectionneurs et collectionneuses. Il y aura des cartes de l'équipe féminine des moins de 18 ans dans le produit. Je pense que, en tout cas, espérons que cet ajout viendra raviver un petit peu ce produit qui, cette année, n'a pas, c'est ça, a pas rempli les attentes, mettons. On va dire ça poliment. Donc, c'est ce qui complète les sorties, mon Yanakis? Ouais. Excellent. Donc, si on allait vers nos commanditaires, valeureux commanditaires qui sont toujours présents, pour commencer avec Stack, offre aux membres Patreon 15 $ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 $ lors du tirage tous les mois. Pour participer au break, entre autres, rendez-vous au stack.ca ou sur les différents réseaux sociaux. Choose Your Grading offre quant à eux aux membres Patreon 10 $ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2 $ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. Evo Retro offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 superbes prix. Le premier prix est une carte cadeau de 100 $, le deuxième prix, une carte cadeau de 80 $ et le troisième prix est une carte cadeau de 50 $, valide sur l'ensemble des produits d'Evo Retro disponibles sur leur site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Consignation Savage offre en tirage chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20 $ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca pour retrouver Savage Card sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Autre commanditaire qui s'est ajouté pour nos tirages, pour les prochains tirages, c'est la Foire aux cartes qui offre lors du tirage tous les mois un prix de plus à offrir à nos membres Patreon. C'est un Golden Pack d'une valeur de 100 $. C'est un Mystery Pack. Et dans ces Mystery Packs-là, vous pouvez avoir la chance d'avoir notamment une paire de billets pour un match du Canadien au Centre Bell. Donc, très intéressant. Merci à eux de participer et de nous offrir ça, à offrir à vous, chers membres Patreon. Nous tenons à remercier nos commanditaires partenaires pour leurs énormes générosités. N'oubliez pas d'aller liker, que ce soit notre page Facebook, les épisodes vidéo sur YouTube et pour l'audio sur Spotify, Apple Podcasts et autres. Nous vous rappelons que le support ultime est de devenir membre Patreon. Comme vous venez de l'entendre, pour aussi peu que 5 $ par mois, vous bénéficiez de tout un retour sur votre investissement. Je vous en passe un papier. Donc, un gros merci encore à tous nos commanditaires et les membres Patreon. Et on serait rendu aux questions des auditeurs, les boys, mais on en a quand même répondu quelques-unes. Il n'y en avait pas gros cette semaine. Et on en a répondu quelques-unes qui étaient dirigées vers le baseball. Par contre, il y en a quand même 2-3 qui sont
pour le hockey, dont Guillaume Pfeiffer qui demande « Je cherche des cartes de la LHJMQ 2017 à 2022, rempart et cataracte. Savez-vous où je peux trouver? Sur eBay, il n'y a pas grand-chose. » Yanakis, peut-être tu pourrais nous aider ou l'aider avec ça? Répète-moi l'année, s'il te plaît. De 2017 à 2022. Il y a un auditeur, membre Facebook, qui a répondu tu écris direct au club. Ils ont des cartes chaque année de leurs joueurs. Y a-tu peut-être à Boutique Souvenir, c'est disponible des fois, je sais pas. Non, hein? Ben, ça serait de contacter, je pense que la meilleure chose serait de contacter la boutique Souvenir. Le problème, c'est que. C'était la période Coupe Memorial, ça, cataracte. Quand c'était là-bas. Ouais, je dirais que c'est surtout le problème que. Non, j'ai plus. C'est surtout le problème que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes à cette heure qui font leur set eux autres mêmes. Donc, il n'y a plus de distribution. Une certaine époque, il y avait la compagnie Extreme à Sherbrooke qui faisait des team sets. Vers la fin de l'année, j'en recevais de certaines équipes. Ça fait malheureusement quelques années que je n'ai plus de nouvelles de cette compagnie-là. S'ils écoutent le podcast, s'ils sont encore en vie, contactez-moi. J'aimerais ça encore garder vos produits. Mais c'est ça, le problème, c'est que c'est les équipes qui font leur team set directement. Fait que si on veut des team sets juniors, il faut contacter chacune des équipes. C'est un bon contrat. Il y avait l'auditeur Olivier Hutchison qui mentionnait, répondait à Guillaume Pfeiffer, il disait « Je sais que pendant plusieurs années, c'est l'Imaginaire qui produisait les cartes des équipes de la LHJMQ. » Ouais, on a fait, mon Dieu, on a fait ça de 99-2000 à 2002-2003, si mon souvenir est bon. Vous pouvez même pas imaginer l'ouvrage que Benoît Doyon, propriétaire, mettait là-dedans. Les négociations avec les équipes, le chiard, les photos. Ah! C'était tellement agréable qu'il a arrêté. C'est ça. Autre question venant de Patrick Boivin. Il demandait, suite à, on en a parlé il y a plusieurs épisodes, les ventes sur eBay, est-ce qu'il y a un maximum d'argent qu'on peut faire en vente eBay avant de devoir déclarer aux impôts ou ce n'est pas du tout imposable? On entend tellement de choses différentes là-dessus. Ben, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais le coût près de eBay, c'est 30 ventes ou 2800 $. Donc, j'imagine que si c'est moins que ça, ben, tu passes un peu sous le radar dans le sens qu'il n'envoie pas systématiquement ton information à l'Agence du revenu du Canada. Par contre, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que si tu te poses la question, ben, c'est peut-être y répondre dans le sens que si tu veux jouer safe, c'est peut-être mieux de t'informer avec ton comptable puis d'aller de l'avant puis de l'ajouter à tes revenus si tu veux jouer safe. C'est un peu répondre à la question, t'aimes-tu mieux ouvrir du DECOP ou du flagship? C'est ton facteur de risque. Si tu réponds DECOP, ben déclare-le pas, puis vas-y free. Puis si tu veux jouer safe, ben c'est parce que t'aimes le flagship. C'est parce que... Ah oui. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération de toute façon. Là, puis là, on parle d'eBay, mais on en a déjà parlé, comme je dis, mais on parle d'eBay, mais c'est la même affaire pour ceux qui vendent sur Facebook, tout ça. Fait que, c'est un début. On va en entendre de plus en plus parler, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Mais. Tu peux vendre pour 90 000, eBay t'envoie ton rapport, puis tu le déclares pas, puis ça paraît pas, là. Mais comme tu peux le vendre pour 12 000 puis il te ramasse, là. C'est. You never know. C'est à toi à prendre le risque selon le montant, selon le nombre de ventes, selon tout ça. Là, c'est un choix personnel, mais tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'idéalement, tu joues safe, peu importe le montant.
j'en avais parlé de ma propre expérience là, dans d'autres épisodes, puis juste pour la petite histoire, là, j'ai fait faire mes impôts, puis moi, c'est une répercussion, ça me coûte quand même 2000$ d'impôts. Là, fait que c'est un pensée si bien avant de le faire. Par contre, si eBay avait à transmettre de l'information à l'agence du revenu, puis l'agence du revenu se mettrait les yeux dans mes choses, ben, il verrait que j'ai joué safe, puis j'ai joué franc jeu, puis j'ai été plus catholique que le pape, comme on dit. Mais c'est bien correct. Je veux dire, ça fait partie de la game. Puis là, c'est plate parce que c'est comme la première année plus difficile. On va savoir comment attendre pour les prochaines années, mais c'est sûr et certain que quand on s'embarque là-dedans, là, on peut avoir des surprises, puis ça monte assez vite. J'ai un autre de mes amis, il pensait qu'il avait vendu comme pour 2000, puis j'ai dit, ben, c'est là qu'il faut que tu ailles pour sortir ton rapport eBay, puis je l'ai fait avec lui, puis quand il était voir, ben, il était rendu à 12 000. Il y a quand même une différence entre 2 000 et 12 000. Je ne sais pas, il a perdu comme le fil à quelque part, là. Mais bon, c'est ça. C'est pas tout le monde. Moi, je suis très cartésien, fait que je note tout, j'écris tout. Mais... C'est la même chose avec les shows et les ventes en personne. Ah oui. Ils s'en transigent l'argent. À date, ils ne se mettent pas les pattes là-dedans. C'est dur à retracer. C'est de l'argent qui se perd à des places, de l'imposition qui se perd à des places, mais c'est un gros dossier très complexe, mais c'est ça. C'est toi personnellement à prendre le risque ou non. Qu'est-ce que tu allais dire, Yannick, juste avant ça? Ben, je disais, coudonc, ton chum, il est-tu genre comptable à la CAQ, là? J'ai vendu pour 12 000. Ah non, c'est mec 12 000. L'argent, ça va avoir 12. Non, pas vraiment. Puis, ben, pour te dire, Patrick, là, si tu veux venir m'écrire en privé puis que je te donne de l'information que moi j'ai utilisée puis que moi j'ai appliquée, ça va me faire plaisir là, de dire moi qu'est-ce qui s'est passé pour moi. J'ai aucune cachette là-dessus. Puis si ça peut être utile pour qui que ce soit, ben, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, les boys, c'est ce qui fait le tour des questions. C'était très maigre comme semaine de questions. Moi, je pense que, juste pour être sûr, je pense que j'en ai vu ça ajouter. Ben, je suis pas mal live dessus là. Je vois tout rentrer. C'était plus des commentaires qui s'ajoutaient sur des questions existantes. Il y a Pete Desilets qui nous montre qu'il a reçu sa bague des Dodgers de la Série mondiale. C'est pas vraiment une question, mais on a eu aussi Michel Bertrand qui nous a montré une très belle carte. C'est la même carte que Otani j'ai montré tantôt, mais c'est celle de Judge. Donc, c'est ça. Les questions, c'est tout. Mais par contre, avant qu'on se laisse, puis avant qu'on termine l'épisode, dans mes nouvelles tantôt, j'avais une nouvelle que j'ai laissée aller, puis je peux faire un petit quiz avec vous autres avant de se laisser. Dernièrement, il a paru les cartes les plus chères à avoir été vendues dans les 5 sports majeurs. On parle du baseball, du basketball, du football, du hockey et du soccer. Puis, j'étais curieux de voir quelle carte que vous croyez par sport est la carte qui s'est vendue le plus cher à date de tous les temps, en date d'aujourd'hui. Donc, si on commence avec... Je commencerai pas avec le baseball parce que c'est pas mal la plus... Baseball et hockey, c'est pas mal les plus évidentes. Là. Mais mettons qu'on commence par le basketball. J'aimerais avoir à tour de rôle votre guess de quelle est la carte qui a été vendue la plus chère de tous les temps au basketball. Charles? Logoman, Stephen Curry, 5,5 millions. Je ne sais pas si je l'ai juste, mais je suis pas mal sûr que c'est dans ce coin-là. Ouais, ben, je t'aurais dit Doncic là, à 4 points quelques. 4,4, celle-là. Ouais. Will Chamberlain, PSA 10. Ouais, c'est vrai. À quel montant, tu penses? 5,7. Bien, c'est Charles qui gagne avec la bonne carte. C'est la 2009 National Treasure de Steph Curry, Logoman Auto 1 de 1, PSA 8-10. Mais le montant, c'était 400 000 de plus. Ah, 5,9? 5,9 millions. Mais quand même, c'est exactement cette carte-là. Parfait. OK, on va aller dans le hockey maintenant. Assez évident. Dans le hockey, mais on va y aller plus avec le montant, j'imagine. Wayne Gretzky, c'est la
C'est la TOPS et non la OPG à Oh. 4,2 millions. La OPG vendu 3 millions US, la vente privée chapeautée par Heritage Auction. Ouais, moi aussi, c'est gars debout. Je suis là-dessus. OK. Fait que, dans le fond, vous êtes consensus que c'est Gretzky. Par contre, c'est effectivement la OPG 1979 Rookie. PSA 10 vendu 3,75 millions. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Un petit peu plus cher encore. À ce moment-là, j'irais avec le football. Football. Là, ça, c'est bon, pas mal. Ça, Anthony ça, je pense Calvillo. que- Ah oui, c'est ça. C'est exactement crime combien? C'est 27 ans. la Contenders Tom Brady. Oh. BGS 9. T'es-tu 9? En tout cas, ça a été vendu pour montant de, je dirais, 5,6 millions. OK. Le Shield de Mahomes dans National Treasure qui s'était vendu. C'était pas 4,54, quelque chose de même. Charles? Moi aussi, je vais avec le Shield de Mahomes. Mais je pense que c'est comme. Pas 4 millions, là, c'est en bas de ça. Là. C'est 3 millions. 3 millions, 2 millions. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes forts parce que c'est effectivement le Shield de Mahomes. C'est la 2017 National Treasure de Patrick Mahomes. Shield Auto 1 de 1 BGS 8.5. Le montant, 4,3 millions. Ah, C'est la carte de football qui a été vendue le plus cher de tous les temps. C'est du feuillard, ça. Avant de terminer avec le football, je vous demanderais pour le soccer. Et Les là, prêtres. man, Là, tu me Soccer, perds. ça va être plus difficile. Ma j'imagine. rep- Il n'y a pas une pelée recrue Ouais. en 1958, Ouais, une ça, série là, brésilienne un peu bizarre. Là. PSA 8. Les cartes sont genre de la grosseur d'une pinotte à peu près. Là. Hey, des- si tu avais un micro, là, tu devrais faire drop the mic. Pelé, ouais, c'est Ah, ça. ouais. Pelé. Puis ça a été vendu à 3,12 millions. OK, Charles, tu vas avec la famille, j'imagine? moi, j'ai rien à dire, man. Je sais pas. Ah, c'est ça. Je c'est sais ça, même pas la c'est fin. quoi le aucune idée. soccer. Ben, il y en a qui c'est trop fort. C'est la 1958 Ali Fabo Laguette. Ali Fabo Laguette. C'est ce qui est écrit. Pelé, PSA 9. La carte, effectivement, là, est grosse comme un sticker. Tops, mettons. Là. 1,33 millions. Quand même surprenant qu'il n'y ait pas eu de carte vendue plus chère que ce montant-là, prenant pour acquis que c'est le seul sport qui est vraiment mondial de tous les 5 sports, mais quand même. C'est pas un hobby mondial. Ben, c'est moins populaire, je dirais. C'est plus des stickers de base que des cartes. Puis c'est peut-être pas encore assez populaire qu'il y ait des gros investisseurs qui investissent plusieurs millions de dollars là-dedans. Ah oui, mais ça, éventuellement, ça va y aller. Là. Dans les prochaines années, j'aurais pas de misère à croire que ça va se faire devancer, cette carte. Ouais. Puis, Ouais. Mais le jour où ça va se devancer solide. Ouais. Puis on s'entend que le soccer, depuis un bon 2 ans, là, peut pas dire que c'est le sport dans le hobby qui est le plus en expansion. Là. Disons qu'on fait du surplace pas pire. Je pense que Tops et Panini ont été excellents pour faire trop de produits. Il y a toujours le fameux scandale de la signature de Lionel Messi, qu'on ne sait jamais si c'est lui qui signe, qui scrape un peu le party. Ronaldo qui est plus ou moins dans les produits. C'est ça, là. C'est fascinant à quel point que pendant le COVID, ce sport-là était si haut. Et ça s'est mis à... Il y a eu de l'eau dans le gaz rapidement. Là. Ben, c'est parce que tout le monde s'est dit que tous les sports étaient chers sauf le soccer, puis que le soccer, c'est tellement gros que le monde voyait ça big. Mais au final, les cartes, c'est vraiment américain. Il faut se le dire. Ouais. C'est beaucoup moins populaire dans le reste du monde. Fait que peut-être qu'un jour, quand le reste du monde va s'y mettre, que là, ça va devenir populaire, mais c'est vraiment une affaire
C'était un Ça part des trademark cartes dans de le temps. baseball. C'est ça, c'était un trademark pour vendre la gomme, puis vendre des produits de cigarettes, puis vendre des plus qu'un collectible à la base. Là. Puis en Europe, c'était pas ça. Puis sinon, si on dit le collectible le vendu le plus cher au monde. Ben, il restait le baseball. Il restait la carte de baseball la plus chère de tous les temps. Mickey Mantle. Attends une minute, non, c'est pas ça. Ça doit être la Babe Ruth. Mickey Celle-là qui Mantle est. SGC 9.5 vendu 12,5 millions As-tu par l'information devant toi, Golden. Charles? Là? Non, je sais c'est laquelle. C'est celle-là qui est marquée The Most Perfect Beautiful Copy. Ah oui. Oui. Ouais, ben, C'est celle-là, laquelle. J'avais vu des celle-là, vidéos. celle-là du propriétaire des cards qui a une PSA 10 de même, elle doit valoir le double. Ouais. Lui, j'ai Il la écouté la vendra pas. vidéo, sa PSA 10. Non, c'est ça. Il l'a acheté pour 90 000 en 94. Puis il l'a fait grader. Incroyable. Puis c'est la. Mais lui, il a la Honus Wagner 0001 là, de PSA. La qui première est carte altered. gradée Il ever. l'a dit lui-même. Celle-là qui est trimée. Il dit elle est trimée. Il dit le gars de PSA le savait quand il l'a gradé. Ben oui, c'est Moore ou voyons. Ouais, puis il reste une chose. Mosher. Après ça, ils l'ont désactivé. Elle est désactivée, là? Ah non, elle n'est pas désactivée, excuse. Justement, ils savent qu'elle est trimée, mais elle n'est pas désactivée. Toi, tu parles de la Juan Soto Superfractor qui est désactivée, qui avait été trimée puis qu'il avait dessiné sur l'autographe parce que. Qui avait enlevé une partie de non, l'autographe parce que l'autographe faisait un trait. Non, ça c'était dégueulasse. Là. Non, ça c'était une époque bizarre de l'hobby. Mais je sais que c'est ça que le propriétaire des D-Backs, il a clairement la plus grosse collection de cartes de baseball au monde. Ouais. Puis, si vous voulez voir, il y a une vidéo dessus. Il a fait une vidéo avec Jeff Olson il y a 2 semaines, j'ai écouté ça. Il y a toutes les plus belles copies de chaque carte. Là. Ben, il a tout racheté les cartes de. Comment il s'appelait, là, le bon, on avait déjà parlé là, dans l'épisode Vintage, là, lui qui avait toute la collection, le gars un peu spécial, qui avant Beckett, qui avait les valeurs de toutes les cartes. Jefferson Burdick? Oui, exact. C'est lui qui l'avait trimé? Non. Mashrow qui l'a trimé. Mashrow, c'est ça. Okay. Mosher ou Mashrow? En tout cas. Gary Mosher, c'était. Ouais, Gary Mosher, c'est juste que. Il l'appelait Scissorhand, là. Les cartes étaient rapidement, changeaient rapidement de. Mais il doit avoir une coupe de cartes de Burdick qui sont ramassées dans des collections qui ne bougeront plus. Là. C'était tout lui qui avait ça à 2-3 cents. Dans le bon vieux temps. Ouais. Les boys, pour mon petit quiz de fin d'épisode, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais sinon, c'est ce qui conclurait notre programme pour cette semaine. Non, c'est pas mal. Moi, de mon Comme dirait Yannickis, on va se la conclure. Hey, Paul, ouais, il dit ça. Hey Paul, on a-tu une annonce à faire concernant notre épisode de la semaine prochaine? Oui, semaine prochaine, on reçoit un invité spécial, Martin Vachon. On avait déjà reçu Olivier Durand de la carte cachée, commanditaire de l'émission du podcast Les Sportiches. Là, on va recevoir Martin Vachon qui va venir parler. C'est un nouveau collectionneur dans le monde de la carte, mais super intéressé dans ce domaine-là. Donc, on va le recevoir la semaine prochaine. Ceux qui ne connaissent pas, Martin Vachon, humoriste, comédien, animateur. Exact. Exact. Il revient justement de Big Brother, donc on va pouvoir le recevoir. Donc, c'est ce qui s'en vient la semaine prochaine. Parler un peu de son parcours hobby, parcours un peu de tout, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi les projets, puis ainsi de suite. Donc, ça va être ça pour la semaine prochaine. Ensuite de ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre de spécial en route. La semaine prochaine, non, mais l'autre semaine d'après, je pense qu'on va recevoir l'organisateur du ouais, des collections.
Ouais, tu m'en parles, puis je me dis, il faudrait bien que je le contacte. Sébastien Cauchy, qu'on avait reçu l'automne passé pour le Salon national des collectionneurs. Salon national des collectionneurs Saint-Hyacinthe, cette année, qui va juste être encore plus gros. Mhm. Et ça me fait capoter. Le show, les dates du show sont sorties, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2020. Un petit peu. Je ne me trompe pas, pour les 2 ou 3 prochaines années, les dates sont sorties pour le show. Ah, crime. OK. Oh oui. Non, he means business. Puis je pense que c'est aussi peut-être une façon pour lui de dire, show à Montréal, voici mes dates. Tu viens de placer un petit peu, là. On s'entend, il faudrait jamais que le show à Montréal tombe en même temps, tombe la même fin de semaine que le show là. Ça serait mauvais pour les deux expositions. Fait que ben hâte de voir ça. Puis espérons qu'on va être capable d'avoir M. Cauchy une fois de plus cette année. On avait eu bien du fun l'automne passé. Oui, c'est vrai. Il y a encore une fois, les gens qui veulent venir partager leur collection, c'est toujours super bien apprécié puis super bien ouvert à tous, que ce soit n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être une collection de roches, une collection de tires. En termes de collection, justement, annonce à faire en ce sens-là dans les prochaines semaines, je pense qu'il va venir sur un épisode avant l'épisode du 3 ans de Show de cartes. C'est le collectionneur de Raymond Bourque, Denis Beauregard, si je ne me trompe pas, son nom. Très gros collectionneur de Raymond Bourque. Je suis allé voir son Instagram où ses cartes sont toutes exposées. Un peu le même type de collectionneur que celui qu'on avait reçu de Ryan Miller, là. C'est dans la même game là, qu'on parle. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant parce que tout le monde avait apprécié cet épisode-là avec le collectionneur de Ryan Miller. Donc, ça devrait venir dans les prochaines semaines. Je suis en discussion avec le collectionneur en question pour planifier cet épisode-là. Et dernière annonce, je pense qu'on peut faire, c'est moi et Yanakis, je crois qu'on est très proche d'enregistrer le premier épisode sur le Junk Wax Era qui devrait sortir aussi très rapidement. Là. Je pense que c'est plus le temps qui nous manque de pouvoir l'enregistrer, mais on est prêt et on sait où se diriger pour le premier épisode. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute parce que ça devrait sortir plus rapidement qu'autrement. Donc, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine, messieurs. Merci à la communauté d'écouter et de supporter. Merci de participer et de partager en grand nombre avec nous sur le groupe Facebook. Et d'ici la semaine prochaine, l'épisode 150 est officiellement terminé. Bonne semaine, messieurs. Bonne semaine à tous et à toutes. Bye tout le monde. Merci Charles d'être venu sur l'émission Parler Baseball. Bien sûr. Ça commence pas cette semaine, j'ai hâte. Mais sur ce, continuez à suivre le pré-saison. Il y a des choses incroyables qui s'en viennent. Puis play ball. Bye tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao!